Ce qu'on dit toujours, c'est que les gens confondent avoir de l'argent de côté et mettre de l'apport. C'est deux choses différentes. Il faut absolument avoir de l'argent de côté. C'est-à-dire que nous, on ne revendra pas, faites de l'immobilier avec 5 000 € de côté. C'est mort, les gars. C'est mort. Il faut de l'argent de côté parce que dès que tu as un appel d'un maître d'œuvre, d'un locataire, machin, enfin, tu peux pas vivre, en fait, tu es toujours en stress. Et de toute façon, je considère que si t'as pas au moins 20 000 € de côté dans ta vie, c'est que tu as un autre problème à gérer. Commencer à apprendre à gérer ton argent et mettre de l'argent de côté. Donc déjà, ça, pour moi, c'est mort. On peut devenir libre financièrement en France uniquement grâce à l'immobilier. Oui. Oui. Aujourd'hui, investir en France, c'est plus galère que rentable. Faux. Faux. Les banques françaises sont devenues des ennemis de l'investisseur. Non. Non. Avec un enfant en bas âge, se lancer dans l'immobilier est presque impossible. Faux. Clairement faux. Tout le monde peut investir, même sans argent au départ. Faux. Faux. Petite hésitation. À l'île Maurice, l'avantage fiscal est la motivation numéro 1 des expatriés. Non. Non. La majorité des formations en immobilier vendent plus de rêves que de résultats. Faux. Plutôt faux. Hein. Une hésitation du coach. Tu penses à des concurrents? Un couple qui investit ensemble a plus de chances de réussir qu'un investisseur seul. Vrai. Oui. Pour devenir libre financièrement, il faut accepter de vivre différemment de 95% des Français. Vrai. Ouais. L'expatriation est la suite logique de tout investisseur qui réussit en France. Vrai. Plutôt oui. Ah bah en fait, vous êtes assez en phase. J'ai attendu sa réponse à chaque fois. On sait jamais. Bah, les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast très tranquille, familial, mauricien. On est entre nous. Cyril et Dorine sont venus nous rencontrer ici à l'île Maurice, un couple d'investisseurs dans l'immobilier très connu. Ils ont aussi un podcast, des formations. Vous êtes aussi des quadridarons, puisque vous avez une belle petite famille de 4 enfants et ça, c'est vraiment pas rien. Donc on a beaucoup de choses à partager aujourd'hui. On a pas mal de questions à vous poser sur l'investissement, l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'expatriation, peut-être même l'éducation si on a du temps. Et on voulait vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue à Maurice et bienvenue sur notre canapé. Merci pour l'invitation, Alexandre et Fabien. Alors, première question les amis. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de commencer à investir dans l'immobilier, sachant que vous aviez de belles situations? Peut-être vous pourriez nous dire ce que vous faisiez avant. Bien payé, beau rythme de vie, plus que la moyenne des Français. Donc tranquille en fait, la vie était tout tracée. Le destin a été assuré. Et un jour vous êtes dit, non, on va faire autrement. On va investir dans l'immobilier, on va faire de l'entrepreneuriat, on va se faire chier aussi parce que c'est difficile, mais on va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies pour vous disiez, on va faire différemment? Alors, on n'avait pas les mêmes motivations tous les deux. On avait chacun nos problèmes. Moi, j'avais commencé à faire des startups qui n'ont pas marché, dans le milieu des startups. C'est-à-dire, tu as investi? Non, j'avais monté des startups à l'ancienne. C'est-à-dire que j'avais fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESSEC, après mon école d'ingénieur. Okay. J'ai lancé des boîtes toute seule, from scratch, avec la méthode, levée de fonds, machin et tout. C'était un enfer, ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment donné, j'en avais ras-le-bol et j'ai dit, vas-y, laisse tomber. Je prends un job salarié, on fait nos enfants tranquille et on passe à autre chose, tu vois. La méthode de Lean Startup? Ouais, voilà. C'était vraiment, j'étais là-dedans. Hein. En quelle année? C'était il y a longtemps, hein, 2006, 2007, 2008. Ah oui, t'étais vraiment au tout début. Ah ouais, c'était... Même avant la grande hype, tout ce qui était The Family, Startup Nation dans les années 2010. Oui, c'était avant. Ouais, c'était... Mais par contre, le mindset était le même. Hein. Enfin, ça a pas changé. Ça n'a pas changé, hein, c'est quand tu es en mode entrepreneuriat. T'avais réussi à lever des fonds? Pour la deuxième boîte, oui. J'avais un business angel. Peut-être la première boîte, c'était intéressant. La première boîte, j'avais lancé un site de rencontre. Ok. Ouais. Avant même Tinder, tu vois. Enfin, c'était il y a longtemps. À l'époque de Mythique. À l'époque de Mythique. C'était à l'époque de Mythique. Et en fait, entre 18... J'avais quoi? J'avais 23 ans. Tu sortais d'école d'ingénieur. Ouais, je sortais d'école d'ingénieur. Mais en fait, moi, j'avais une image, tu vois, un peu à la Facebook de la réussite. Et en fait, genre, je construisais mon site toute seule avec mon pote geek. Et en fait, j'étais incapable de faire du marketing. Ça a duré 2 ans. On s'épuisait à lancer des choses. Ça marchait pas. Ensuite, t'as lancé les box. Ouais, moi, je me revois encore à la sortie du RER à l'Esplanade de la Défense, où tu distribuais des tracts le matin à 7h30. Ouais, moi, je Inscrivez-vous sur le site yesornext.com, parce que le concept, c'était justement à la Tinder, de swiper dans le métro. Inventer le swipe avant l'heure. Oui, mais non, mais problème, erreur. Moi, j'étais en mode, non, mais on fait encore sur un site internet. En fait, j'aurais dû faire tout de suite sur une appli, tu vois. Ah oui, mais les applis, à l'époque, c'était pas encore ça. C'était le début des applis.
Donc tu vois, j'étais, ben non, on va perdre trop de clients si on fait une appli, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde sur les applis. Ouais. En fait, j'en ai fait 50 000 erreurs stratégiques. Ouais. Tout ça pour dire qu'à la fin, t'en as marre parce que tu gagnes pas d'argent. Ensuite, j'ai été contactée par un business angel. J'ai monté une boîte avec sa femme sur des applications. Donc, c'est des histoires pour enfants sur iPad. À la base, en plus, il y avait un désalignement parce que je trouvais ça pas génial. Enfin, tu prends un livre, quoi, pour dire des histoires. Mais je me suis dit, bah, attends, le mec, il me finance, c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc, vas-y. De l'argent gratuit. Ouais, de l'argent gratuit. Et puis, en fait, il y a eu un désalignement, tu vois. En fait, moi, j'avais la niaque. Moi, j'étais en mode, on va devenir le numéro 1 dans le truc. Moi, je suis une nana un peu ambitieuse, quoi. Mais elle, en fait, le problème, c'est que mon associée, elle, c'était pour le plaisir d'écouter, d'écrire des histoires, parce que elle pouvait pas être publiée par les éditeurs. Du coup, en fait, son mari finançait le fait que ce soit édité. Ah oui. Tu vois un peu le truc bizarre. Son mari gérait sa femme qui branlait rien, quoi. Bah, je sais pas. En tout cas, non, mais en tout cas, voilà, il y a eu un, voilà, là-dessus, ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Non, mais en fait, je fais la traduction. Oui. Mais c'est un peu ça. Et du coup, en fait, ça s'est terminé. Je me suis rangée salariée et toi, tu as fait donc les box, on n'a pas dit rapidement. Toi, tu avais aussi monté un business de box. Tous les deux, à la base, on est quand même ingénieurs en informatique. Moi, je me suis spécialisé en finance de marché. Donc, j'étais consultant dans les banques. Je gérais leurs gros projets stratégiques de transformation. C'est bien ça. Ça, c'est un rapport d'études, ça. Ouais, un rapport de l'argent. C'était bien payé, quoi. Bah, heureusement, parce qu'avec moi. Toi, tu t'occupes de faire cramer l'argent, t'as dit. Donc, on avait notre vie parisienne. Donc, ça, c'était super. Et moi, au bout de 2 ans, au bout de 2 entretiens annuels, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué toute la vie de devoir expliquer ce que tu as fait pendant l'année, de justifier que tu dois gagner plus par rapport à ce qu'ils te facturent et ainsi de suite. Donc au bout de 2 ans, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai démissionné et j'ai créé mon propre cabinet de conseil. Donc je suis devenu consultant à mon compte. Donc j'ai découvert à ce moment-là créer une société, la joie de l'expert comptable et tout ça. C'était à quelle époque, ça ? Donc moi j'ai commencé en finance de marché au moment de l'affaire Madoff, les subprimes. Oui, tu t'aimais bien, t'as démarré en C'était 2008. compliqué à ce moment-là, tous mes potes qui voulaient être traders, ils ont galéré. Donc on était en 2007, 2007-2008. Il y a eu l'affaire Kerviel aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Total, là. Ouais, c'était au bon moment, Voilà, au bon endroit. exactement. Et moi, en fait, à ce moment-là, je gérais des projets et j'ai eu l'opportunité de passer responsable des données de marché. Donc du coup, les données de marché dans les banques, c'est le gros budget après les salaires et les locaux. Donc du coup, je gérais des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et comme justement, il y avait ces problématiques de coupure budgétaire dans tous les sens, en fait, on était sur le devant de la scène à devoir renégocier avec tous les fournisseurs de données. Donc moi, ça m'a tout de suite propulsé sur creuser toute la partie négociation et ainsi de suite. Un sujet qui me passionne. Et à faire mes preuves dans ce domaine-là, et ça s'est plutôt bien passé. Oui, parce que si je dois remettre du contexte, c'est un peu toi le négociateur du couple dans vos affaires immobilières aujourd'hui. Ouais, il est redoutable. C'est un tueur. On m'a dit que c'était un tueur en négociation. J'ai jamais, vraiment, pour le coup, des fois, je donne pas assez de compliments à mon homme, mais pour le coup, ça, t'es le meilleur que j'ai jamais rencontré. Oh, c'est Oh, beau Ouais, ça. ouais, non, vraiment, en négo, j'ai jamais vu. Jamais vu mieux. En vrai. Parce qu'on va te cuisiner sur 2-3 tips en négociation, du coup, on va en profiter. Ouais. Donc, t'as lancé ta boîte et ça a pris assez bien. Du coup, moi, c'était le concept un peu du salariat déguisé. En fait, j'avais un contrat à long terme avec une banque. À la fin du mois, je disais, j'ai travaillé 20 jours, fois, 1 000 € la journée, et puis j'envoyais ma facture comme ça. Okay. Mais j'avais quand même cette envie de développer un peu ce business-là, de trouver d'autres consultants et de monter. J'arrivais pas à le faire, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis associé avec un pote de promo, et on a créé un concept de bundle. Donc toujours ce côté un peu entrepreneuriat dans la tête. C'était le principe de mettre à disposition à travers un abonnement, et tu reçois tous les mois dans ta boîte aux lettres une bouteille de vin, une bouteille de whisky, une bouteille de vin, une bande dessinée, 2 bandes dessinées, un roman. Ouais. Voilà, du coup, on avait monté des partenariats avec un libraire à Paris, avec le repère de Bacchus à Paris pour nous sélectionner chaque mois en fait leur meilleure bouteille de vin. C'était la mode ça il y a 15 ans. Ouais, des box comme ça. J'en avais une. Et ce qui est étrange parce que vous buvez pas beaucoup, j'ai l'impression en plus. Non, on vous a proposé plusieurs fois. Toi, c'est normal, mais en ce moment, mais vous buvez pas énorme en fait. Non, mais on en reviendra peut-être dans le parcours. Effectivement, il y a eu des comment dire, pas des décisions de vie, mais des parcours de vie en fait qui ont fait que optimiser. Vraiment plus prise de conscience. Moi, j'ai perdu ma maman, voilà. Et lié à ça, et donc en fait, on se rend compte que l'alimentation, l'alcool peut avoir un impact direct sur notre longévité, sur notre énergie et tout ça. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà, en plus avec 4 enfants, comme tu l'as dit au début du podcast, on se doit d'être serein et sain. Frais dès le matin. C'est très bien, c'est un très bon choix de vie. Et donc ensuite,
Et donc, on se retrouvait avec ces boîtes le week-end dans l'appart de 35 mètres carrés à Paris, à devoir aller faire les allers-retours avec des espèces de chariots ou des espèces de trucs qu'on tirait pour aller à la poste, pour aller poster le truc. Et là, en fait, j'ai dit, attends Cyril, on va se poser 5 minutes ton truc là, mais fais ton calcul de renta, quoi. Regarde le nombre de box qu'on doit envoyer avant qu'on touche 1 centime, quoi. Parce qu'en fait, t'as pas de marge sur ces trucs-là. Les prix les livres, déjà, c'est capé, c'est réglementé. Bah, l'alcool, pareil, en fait c'était pas assez négocié les prix. En fait, la grosse problématique, c'est qu'on avait trop de combinaisons possibles. Et donc, on pouvait pas déléguer et outsourcer le packaging des box. Alors que nos concurrents du type Petit Ballon, je pense qu'ils existent encore, en fait, tous les mois, ils recevaient leur palette de bouteilles de vin et ils envoyaient à tous leurs clients exactement la même box. Oui. Donc il fallait recentrer notre activité. Puis en fait, à ce moment-là, mon associé ne se voyait pas de repartir sur un... Il t'a laissé tomber, on peut le dire. Voilà. Puis du coup, j'ai dit, bon, écoute, c'est pas grave, c'est une opportunité, on laisse tomber. Moi, je me suis mise salariée. Et en fait, du coup, donc on en revient à ta question initiale. Exactement, le déclic. Le déclic, c'est que donc, je me suis retrouvée salariée dans une start-up. Au début, j'étais à fond et tout. Tu faisais quoi ? J'étais product manager. Alors, c'est quoi ça ? Product manager, en fait, c'est celui qui conçoit les logiciels, enfin l'outil. Okay. Et tu travailles avec les équipes de développement et avec les équipes de commerciaux. Tu essaies de comprendre les besoins et tu essaies d'adapter l'outil. Okay. Donc, tu es vraiment au cœur un peu de... Enfin, moi, j'aimais beaucoup ce métier. Mais en l'occurrence, le modèle start-up, je pense, en soi, est un peu pourri de base. Ils avaient levé des fonds, ils recrutaient à gogo, tu te retrouvais un peu là avec des projets qui n'étaient pas orientés ROI. C'est ça, en fait, le modèle start-up français est très différent du modèle start-up américain, puisque, en effet, en France, comme on est très... il y a les règles, il faut faire un dossier, après il faut quémander de l'argent dans les banques, etc. Et en fait, on est plus sur séduire, prendre des fonds et après qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'aux US, on essaie de tenter très rapidement et si on a quelqu'un qui voit, qui est déjà entrepreneur, qui est déjà dans le truc, tiens, ça peut marcher, je te donne $100 000 parce qu'ils se sont rencontrés une soirée et le lendemain ils lèvent 500 000 parce qu'en fait ils voient que ils sont tellement focus produit marché que ça avance. Alors que nous, on est un peu dans la politique politicienne et en fait, on a des gens qui ont des fonds qui savent pas quoi en foutre et quand t'es quelqu'un comme toi qui voit les trucs, tu dis oula, en fait ça va, il y a pas de futur dans le machin. C'est un peu ça ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Et après, j'avais pas non plus la maturité business. Enfin, j'étais encore jeune, quoi. Avec quel âge à l'époque ? J'avais 26 ans, du coup 26. Tu vois, j'étais, voilà. Mais je sentais, tu vois, il y a une intuition qui me dit, au bout d'un an, t'es là-dedans, tu dis ouais, en fait, il y a pas d'avenir. Je vais pas grimper les échelons comme je rêvais de le faire. Du coup, je suis enceinte, je fais mon bébé et tout, et puis je me dis bah vas-y, laisse tomber. Et là, du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, je me range. Un peu dans ma tête, je me dis bah ça y est, Dorine, tu te ranges, c'est bon, on arrête là. Et puis j'entends, mais attends, là, on va pas bosser comme ça jusqu'à 67 ans. Tu sais, j'ai eu une prise de conscience en mode, attends, là, c'est chaud. On lance des startups, il y a rien qui marche. Et là, je me dis, ah oui, encore 40 ans comme ça. Et là, je me dis, ah ouais, c'est mort, ça va être long. Donc moi, c'était vraiment là où je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose. Et toi, Cyril, de ton côté, toi, tu as un autre problème. Ouais, l'autre problème, comme on le disait, en fait, moi, j'avais un travail qui était rémunérateur. Du coup, je gagnais bien ma vie. Et j'étais pas... En fait, moi, je viens d'une famille où mon père était ouvrier, ma mère, femme de ménage. Du coup, on m'a toujours inculqué que voilà, gagner de l'argent, c'est difficile. Donc, dès que tu en as, tu essaies de le mettre de côté et tu le gardes pour on ne sait jamais et acheter potentiellement là où tu vas habiter. Et du coup, je voyais mon compte bancaire qui augmentait de mois en mois. Et à un moment donné, je voyais que les autres achetaient leur maison, achetaient leur appartement. Je disais à Dorine, je pense que l'investissement immobilier, ça peut être intéressant pour placer son argent et utiliser mon cash, quoi. Pourquoi l'investissement immobilier ? Vous suiviez des youtubeurs à l'époque ou des sites ? Non. Et ça, c'est intéressant dans leur parcours parce que je crois que Cyril et Dorine, c'est les seuls que je connaisse à ce niveau-là qui ne viennent pas du tout de l'univers des infopreneurs IMO. Ouais, on a fait tel programme, j'ai eu tel déclic, etc. En fait, vous, c'était vraiment, c'est quoi la meilleure façon d'investir ? C'est l'immobilier, quoi. Le réflexe français presque. Et je dirais même pas que c'était la meilleure façon d'investir. Nous, notre réflexion, c'est on avait trop peur de la bourse. On avait peur. En fait, on était des débutants. C'était par entre guillemets par déduction. On s'est dit l'immobilier au moins. Bon, c'est quand même dur de se planter, quoi, tu vois. Une meilleure maîtrise que la bourse. Moi, je travaillais du coup en finance de marché. Je voyais les gérants de portefeuille. Donc, les gérants de portefeuille, c'est ceux qui gèrent ton assurance vie. Donc, là, je voyais comment ça se passait. Donc, je sais pas aller. Je voyais notamment, il fallait me payer, tu vois. Donc, tous les frais qui sont liés à ces assurances vie. Et donc, voilà, le marché peut se retourner du jour au lendemain. Tu peux perdre. Je trouvais qu'on n'avait pas la maîtrise. Alors que l'immobilier, tu achètes un bâtiment. Tu sais que depuis 20 ans, ça ne fait qu'augmenter. Tu mets des locataires, les loyers, ils augmentent. Voilà, c'est quelque chose de pratico-pratique, concret, en briques, quoi. Donc, première opération. Voilà. En fait, on a fait une déduction. En fait, nous, on a toujours fonctionné par déduction. D'abord, on s'est dit, ok, achetons notre résidence principale. On regarde à Paris.
Bah, du coup, un petit T2 à Gambetta, ouais, c'est mort. Moi, je veux 3 enfants. Enfin, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Ouais. On regarde un petit T3, T4 en bordure, genre porte-maillot. Et je fais, non, mais c'est mort. Enfin, ça me fait pas kiffer. Après, on se dit, bah, attends, on va aller de l'autre côté du périph'. Je suis avec la belle baraque et tout. Mais je lui dis, attends, RER tous les matins. Mais écoute, c'est mort. Ouais. Du coup, on s'est dit, on laisse tomber. Faut qu'on fasse du locatif. C'est ça le compromis. Comme ça, on continue à vivre dans notre appart et puis on peut encore rêver de se dire un jour on partira à l'étranger, on fera une belle carrière, machin. On sera pas bloqué à cause d'une RP à la con qu'on a eu voilà, dans le centre de Paris. Et donc en fait, on s'est dit bah ok, prends du locatif. Donc toi, Cyril. Forcément, moi à cette époque, j'étais approché par des conseillers en gestion de patrimoine. Forcément, ils se faisaient plaisir, là, aller du Pinel, de l'assurance vie, des choses comme ça. Et moi, j'aimais bien poser quand même la question. Mais toi, si t'es là en face de moi aujourd'hui, toi, t'as fait quoi? Alors vas-y, montre-moi ton portefeuille boursier, montre-moi ton portefeuille de montre-moi Pinel. tes Pinel. Ah oui, mais moi, tu comprends, j'ai des enfants, je gagne pas autant que toi, du coup. Ok, Ouais. donc t'essaies de me vendre quelque chose que tu t'appliques pas à toi-même. Une des règles, nous, qu'on a, c'est on essaie de, aujourd'hui en tout cas, de suivre des conseils de personnes qui sont en avance sur nous, des personnes qu'on aime, voilà, qu'on aimerait être dans 2 ans, dans 3 ans, quoi. Donc on a écarté le Pinel. Et d'être cohérent, ce que tu dis est extrêmement important. C'est de prêcher ce que tu fais, de dire, de partager et d'être dedans complètement. Donc dans tout ce qu'on fait, nous, on essaye le maximum d'être ultra cohérent sur les investissements, sur le business, etc. Moi, j'ai travaillé à la banque, c'est mon premier job à la banque. Et en fait, j'ai vite compris que les banquiers n'y connaissent absolument rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. En fait, c'est des commerciaux. Et la banque leur dit de vendre tel produit. Et c'est juste, il y a des incentives. Allez, mois de mars, c'est le mois de l'assurance vie. Tu seras récompensé, tu gagneras, je sais pas, un truc à la con, un objet, enfin, c'est un jeu concours. Ouais, des chèques cadeaux à la fin. Des chèques cadeaux, voilà, des chèques cadeaux chez Amazon. Alors, pas Amazon, parce que c'est pas bien, mais Fnac voilà, au Galeries Lafayette, à 50 €. Et donc, l'objectif sur le mois, c'est de vendre des assurances vie. Voilà, ils en ont pas. Ou ils en prennent une à un moment, parce qu'en fait, ils voient tellement les autres en avoir qu'ils en prennent une. Mon conseiller, il me tannait avec une assurance vie. Et c'est un moment, c'est pour me libérer, je dis, vas-y, mets-moi-en une. Je crois qu'en 3 ans, ça a pris 2%. Donc ça tient même pas le livret A. Ouais. Sacré c'est investissement. magique. Incroyable. C'est énorme. C'est la Moi, magie. j'appelle ça le paradoxe du conseiller financier. C'est qu'en fait, il y a un énorme paradoxe. C'est que si t'étais bon en finance, bah, tu serais pas conseiller financier. Donc, tu conseillerais pas les gens en finance pour gagner ton argent. Ouais. Donc, en fait, ça tient pas la route. En fait, c'est un métier qui ne tient pas la route. Par essence, tu vois. Et du coup, nous, on a flairé le plan foireux. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, bah vas-y, on visite, on met en loc un appart. Alors hop, on fait notre petite visite, un petit T1, T2 là, Studio à un petit Gambetta. studio à Gambetta, 250 000 € à peu près. Ouais, entre 250 et 280 000 €. On s'est projeté à refaire tout à l'intérieur, les plans, la cuisine et tout ça. Ouais, on kiffe, on se dit, ah pas mal, machin et tout. Puis on se dit, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir à Metz, dans ma ville natale, tu vois, là où je Parce suis que née, Paris, au même prix, ouais. tu vois. Ouais. Et ben, en fait, t'as un immeuble. Ouais, ça. Et t'as fait tes calculs. À Paris, on aurait eu quoi, 1200 de loyer. Vous voyez, ouais. Là, on a 3000. Et donc Ding. en fait, c'est celui-là le déclic. et c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, attends. Et puis tu sais, à un moment donné, mais nous, on était vraiment flippés. Hein. C'est-à-dire qu'on se disait, mais c'est chaud, t'imagines de dire à des gens, bonjour, j'achète un immeuble. Tu sais, dans notre tête, tu sais, ça faisait déjà T'es des... au Monopoly quand t'es gamin, t'es avec Ouais. les pièces rouges, genre ah, c'est un truc de fou là, les immeubles on joue aux milliardaires, mais en fait effectivement c'est plus accessible qu'on ne le pense. Ah ouais. Mais il y a quand même ce côté où notre entourage ne comprend pas qu'on achète un immeuble et puis ils veulent nous protéger aussi. Moi, j'y connaissais absolument rien en travaux. Ouais. Pour la petite anecdote, quand il y avait un cadre à accrocher sur un mur de notre appartement parisien, j'attendais que mes parents me rendre visite Ouais. parce que je sais qu'il y a une notion de cheville ou de choses comme ça par rapport à la typologie du mur, mais j'étais incapable de prendre la perceuse ou de savoir quelle cheville mettre, quelle longueur, ainsi de suite, quoi. C'était en quelle année? Donc ça, c'est en 2016. 2016, ouais. Donc c'est récent quand même. Ouais, 2016. c'est vraiment impressionnant. On va le voir dans un instant sur la rapidité et l'efficacité de votre parcours. C'est quand même quelque chose. Donc, Metz, premier investissement, Donc premier immeuble. premier immeuble. Là, on rentre... non, 4 000 € de loyer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, en fait, on... Ouais, 4 000 € de loyer. En gros, c'est un investissement. 420 000 € au total, travaux inclus. C'est quoi comme genre d'immeuble? C'est un petit immeuble de centre-ville, un bon vieil immeuble avec de la vieille pierre, et moi j'adore la vieille pierre. Un petit local commercial en bas, 4 appartes. On a tout de suite flairé l'espèce d'appart en duplex où on s'est dit, voilà, il y a moyen qu'on fasse une coloc pour rentrer 2 loyers au lieu de 1.
Et en fait, tout de suite, 4 000 euros de loyer, 2 000 euros de mensualité. Le loyer du commerce aussi en bas, vous l'avez? Ouais, incluant le loyer du commerce. Et On a tout refait à l'intérieur. On est reparti à neuf sur la plomberie. Il y a toujours une boutique aujourd'hui? Ouais. Il y a eu 4 boutiques différentes en 9 ans. Hein. C'est dur le commerce en centre-ville. Mais nous, en tout cas, en tant que propriétaire, on a toujours quelqu'un qui loue, quoi. C'est ça qui est bon. Donc voilà. Donc en fait, là, on a eu le déclic et on s'est dit, bah attends, on gagne de l'argent tous les mois, vas-y, on recommence, quoi. Vous l'avez financé à 100%, ça a été facile d'obtenir le financement. Est-ce que les gens, le banquier a capté, vous n'aviez jamais fait d'IMO, zéro expérience? Ouais, on va acheter un immeuble direct. Comment ça s'est passé? Du coup, moi, je travaillais en banque, donc voilà, j'ai déjà le vocabulaire, donc ça aide. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des bons revenus. Tu parles le banquier. Une rémunération, voilà, du coup, il n'y avait pas de souci, on avait le tapis rouge. Il y a juste eu la question de mon problème, de devoir mettre de l'argent dans cet investissement. C'était la nature de faire cet investissement. Et c'est là où on était confronté à la discussion avec Dorine. Dorine, elle voulait être à 50-50 sur cet immeuble-là. Ouais. Donc moi, j'avais pas un rond avec mes startups. Vous n'étiez pas mariés? On n'était pas mariés. On venait d'avoir notre premier enfant, ce qui nous a aidé quand même à se dire, bon, on est quand même là sur le long terme. C'est plutôt mieux de le savoir. Mais et puis du coup, j'ai dit non mais mec, moi c'est mort en fait. Je vais pas attendre là avec les enfants le week-end pendant que tu vas gérer ton parc immobilier. Et moi, j'aurai quoi 20%, 30% parce que monsieur aura mis 100 000 balles et que moi je peux pas. Donc en fait, on le savait pas encore. Ouais. On a pris la meilleure décision du monde à ce moment-là. Moi j'avais juste de quoi mettre la moitié des frais de notaire. Cyril aussi. Enfin Cyril avait largement plus, mais du coup on les a pas. On a juste mis les frais de notaire et on a fait 100% sur le bien. Ok. Et on le savait pas à ce moment-là, tu vois. À l'époque, on croyait encore que injecter un peu de cash, c'était une bonne idée, tu vois. Ouais. Maintenant, on sait que en fait, ça aurait été la connerie monumentale pour la suite. Ouais. Parce qu'en fait, il faut penser long terme. Bien sûr. C'est quand même magique de la France où tu vas voir le banquier. Je vais acheter un immeuble à 273 000 euros. Je veux 150 000 euros de travaux. Bah oui, allez-y. Et on te prête l'intégralité quand même. Ouais. C'est ça qui est fort. Hein. Ouais. Et à l'époque, on connaissait pas encore les astuces pour pas payer les frais de notaire, tu vois. Ouais. Combien de temps ça a pris pour rénover, faire les travaux et avoir tous les locataires? Plus long que prévu. Parce que pour la petite histoire, donc nous on était encore à Paris. Moi j'avais beaucoup de déplacements professionnels. On travaillait à plein temps. On avait notre bébé. On a eu notre deuxième qui arrivait. Et forcément, t'es pas sur le chantier tous les jours pour suivre. Mais on l'a accepté. Dès le départ, on a dit Dorine, on sera pas les plus rapides du monde. On l'assume. On a justement des options bancaires qui s'appellent le différé. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est un autre tour de magie. La banque, elle te prête 420, 430 000, puis elle te dit bon, dans 18 mois, revenez me voir pour commencer à payer votre mensualité. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est génial. Donc, ça nous a un peu déstressé par rapport à ça. Et limite, faut pas se tomber non plus dans le piège. En mode, c'est comme le chômage. C'est en mode, ouais, c'est bon, j'ai le temps, tu vois. Faut quand même se bouger parce que t'as une opportunité à réengranger de la trésorerie si tu rentres les loyers avant, quoi. Donc, achat décembre 2016, mise en location début 2018. Ok. Tu vois, plus d'1 an, quoi. Ouais, ok. Et donc, tout de suite, ça, vous avez trouvé le locataire, vous avez atteint vos objectifs, 4 000 euros de... Plus que nos objectifs, on a fait notre business case, forcément, on a loué plus cher que ce qu'on avait prévu. Je dis tout de suite aux gens, hein, les gens, les agents IMO, ils sous-estiment toujours les loyers que vous pouvez mettre. Hein. Okay. Toujours, tu mets plus 20%. Hein. Mais c'est les banquiers et les agents IMO. Parce que moi aussi, en 2017, j'ai commencé j'ai acheté la formation d'un pote, qui s'appelle Michael Ferrari. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire des immeubles. Je vais acheter des immeubles. Et puis là, il faut visiter, machin et tout. Je suis les travaux. Je suis, oh là là, c'est pas du tout pour moi, ça. En plus, il y avait le business et je savais que j'avais plus d'argent à faire dans le business que dans l'IMO. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que non seulement le banquier n'y connaît rien. Chaque fois, il disait, mais non, mais ça se saurait si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Tu sais, je suis, mais en fait, il connaît rien. Et l'agent immobilier n'y connaît rien non plus. C'est-à-dire que les agents IMO vendent des immeubles de rapport alors qu'eux n'en ont même pas. Et là, je me suis dit, wow, là, ça va être extrêmement compliqué ce truc. Il faut vraiment être motivé. Il faut avoir les nerfs solides. Et bravo de l'avoir fait. Ouais, ce qui est bien avec ce podcast, c'est qu'on va avoir beaucoup d'amis banquiers et agents immobiliers. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est la vérité. Si tu veux, Vous l'avez trouvé facilement, l'immeuble ? Le premier immeuble, oui, sans trop se prendre la tête. Hein. Sur quoi ? Sur se loger ? Sur le bon coin, on a dû faire 4 ou 5 visites. On n'a pas fait non plus 50 000. À l'époque, on était... Ouais, 4-5 visites, boum, t'as trouvé. C'est pas cher quand même, 200 et quelques pour un... Vous l'avez négocié, c'est 150 mètres carrés, hein, c'était quand même cher. Enfin, c'est 1700 € du mètre. Enfin, moi, je calcule comme ça. 1700 € du mètre, c'était correct. Okay. C'était bien à l'époque. On l'a pas non plus acheté hyper peu cher. Mais il avait ce potentiel-là. Il avait quand même une belle renta avec travaux. On avait 1000 € du mètre en travaux. Et oui, belle négociation. On est affiché à 320, négocié à 273. On est en 2016.
les techniques de négociation. Hein, allez, vas-y. Je sais que tu peux pas tout nous révéler parce que vous l'enseignez à vos élèves et c'est quand même des techniques assez avancées, mais est-ce qu'on pourrait avoir ne serait-ce qu'une clé pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont être récompensées par leur patience et leur fidélité? Une petite technique de négociation, qu'est-ce que tu pourrais nous... La première, c'est être détaché, hein. Ne pas être en mode c'est l'affaire du siècle, il faut absolument que je l'ai, et montrer en fait cet engouement par rapport à cet immeuble-là. Écoute, moi je reprends le train, je pars à Paris, si ça se fait pas, c'est pas grave, je reviendrai ou j'irai acheter dans une autre ville. Ça s'appelle du bluff. Donc déjà, tu motives l'agent immobilier déjà en se disant, ah ouais, j'ai quand même, bien évidemment, tu as marketé ton dossier bancaire, ton profil, ta solidité financière, et donc du coup, l'agent immobilier, il a envie de te vendre à toi aussi l'immeuble. Donc il faut s'appuyer sur cet agent immobilier qui va faire ce job de commercial auprès du vendeur. Parce que souvent, en fait, les personnes voient l'agent immobilier comme un peu le méchant, le loup, voilà. Et en fait, il faut vraiment s'appuyer sur lui comme un partenaire pour vous aider dans votre démarche de négociation. Donc vraiment le détachement pour pas faire trop intéresser, comme en séduction, si tu arrives et que tu as à fond dedans, etc., le niveau d'intérêt va vite baisser. Est-ce que tu n'as pas une dernière pépite à nous attends, j'ai quand même une petite anecdote quand même sur cet immeuble-là qui a permis d'avoir aussi cette forte négociation. C'est qu'on a fait la première visite, très bien. On a refait une deuxième visite et au moment d'arriver au pied de l'immeuble de cette deuxième visite, en fait, la porte, on la pousse, en fait, elle était entrouverte. Et là, l'agent immobilier nous dit « Attendez, restez sur le trottoir d'en face, je vais rentrer pour voir. » Et en fait, l'immeuble a été squatté. Donc là, il y a des matelas partout, des canettes de bière, ça puait l'urine. Et là, il redescend, il dit « C'est bon, il n'y a plus personne dedans. Va falloir que... » En fait, j'ai deux possibilités. Soit j'appelle la police, mais là, ça va nous bloquer l'immeuble pendant 6 mois et ça va être la galère. Soit je repars vite à l'agence, j'appelle un artisan et on remet un truc et puis on met un verrou et on bloque la porte. Toi, t'as vu les dollars d'économie. Alors comment on fait pour la pisse et les matelas d'un coup Moi, je me suis mis surtout en mode l'agent immobilier va devoir appeler le propriétaire en disant là, je vais devoir mettre un nouveau verrou, ça a été squatté, donc du coup, les propriétaires ne sont pas sur place. L'angoisse. Je vends un immeuble, il est squatté. Et là, on a surfé sur le truc à mort. Le soir, il y avait une offre sur la table. Parce que les propriétaires, on se dit, oh là là, comment on va vendre ce truc? Là, on a des gens qui sont intéressés. Parce que tu mets n'importe qui rentre dans un appartement, ça pue la pisse avec un matelas dégueulasse, il veut pas de l'appart. Voilà, non. Exactement. Alors que là, vous le voulez. On refaisait tout à l'intérieur, je m'en fiche. Vous avez transformé cette opportunité, alors que pour la plupart des gens, ça aurait été un problème. Vous l'avez vu comme une solution et vous avez accéléré dessus. C'est très beau. Très bonne technique supplémentaire, merci. Vous avez loué facilement et ensuite, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez répété l'opération? Vous vous êtes dit, oh là, on tombe sur un truc, c'est génial, let's go, on achète un immeuble tous les mois. Comment c'est passé? En fait, le problème, c'était, au départ, on était plus pour la retraite, parce que moi, j'avais mon problème de retraite. Au départ, c'était ça mon problème. Lui, il avait pas toujours son argent de côté, il savait pas quoi en faire. Moi, j'avais ma retraite. Et moi, j'étais dit, ok, dans 20 ans, quand le prêt sera remboursé, donc j'aurai 47 ans, on aura quand même 4 000 euros par mois. Bon, il y a des impôts, hein, mais c'est déjà ça, entre guillemets, techniquement, j'ai mon ticket pour la retraite à 47 ans. Je me dis, c'est pas mal quand même, 47 ans. Mais bon, on pourrait avoir un peu plus d'argent, puis on pourrait peut-être raccourcir un peu le truc, tu vois. Ça serait pas mal 40 ans, tu vois. Du coup, on s'est lancé, deuxième immeuble. Le deuxième immeuble, c'est aussi la motivation, l'arrivée de notre deuxième enfant. Les deux premiers étaient très rapprochés, 21 mois d'écart. Et là, on s'est pris quand même une grosse claque. Moi, j'étais souvent en déplacement à l'étranger. Du coup, la semaine, j'étais pas là. Dorine, elle devait gérer les enfants. Et là, on s'est dit, mais on peut vraiment pas continuer comme ça. Donc moi, je lui ai proposé d'arrêter de travailler. Ouais, c'est sympa, hein, merci. Et j'ai dit, en fait, non, mec. Soit les deux, on bosse, soit les deux, on s'arrête, tu vois. On est dans le même bateau. Donc, on y va, on fonce. Je suis sûre que c'est capable. Et puis là, tu me dis, 500 euros par mois de cash flow, c'est chaud. Parce qu'en fait, en vrai, on avait que 500, 600 euros de cash flow avec le premier immeuble. Parce que tu as les charges, les impôts, les machins. Enfin, on va dire en vrai, c'est plus 1 000 euros aujourd'hui. Parce que les loyaux, ils ont augmenté depuis. Mais c'était pas non plus dingue. Et on va pas s'arrêter de bosser avec, si tu veux 3 enfants avec 1 000 euros par mois, quoi. Oui. Donc on se dit, on fait un deuxième, mais ça nous fera 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pas assez non plus, quoi. C'est pas assez. Donc on le fait quand même, le deuxième. Moi, entre-temps aussi, ce qui m'a donné la motivation, mais de me mettre vraiment en mode bulldozer, avec un objectif très précis, c'est que ma maman, quand elle est partie en retraite, quelques mois après, en fait, on lui a diagnostiqué un cancer stade terminal, et du coup, elle est morte très rapidement. Et moi, ça m'a vraiment mis une claque par rapport au modèle de se dire, tu travailles jusqu'à la retraite, et après, tu auras le temps de profiter, et ainsi de suite. Et moi, là, je me revois encore dans mon salon avec Dorine à faire les post-it géants, à se dire, ok, on a un immeuble, il nous rapporte X d'euros tous les mois, tant de patrimoine. Si on veut avoir 3 000 euros
par mois de cash flow pour pouvoir vivre, même si je trouvais que c'était pas assez avec une famille de plusieurs enfants, c'est plutôt 5 000. Bah, du coup, quel immeuble on doit acheter ? Ce ne sera pas suffisant. Quel autre immeuble on doit acheter ? Et ça, on l'a placardé sur le mur de notre appartement. Excellent. Excellent. Et ça, c'était vraiment la trajectoire sur laquelle on doit aller. Et ça, on l'affiche. Je veux dire, quand nos amis, notre famille venaient à la maison, c'était au-dessus de notre table du salon. Ils nous prenaient pour des tarés. Hein. Et là, ils se sont dit, ces Ça, gens, ça, Ça, c'est ma malades. trajectoire. Là, dans 5 ans, regarde où je suis. C'est quelle tu vois. secte que vous venez de rejoindre exactement? Et le matin, quand tu te lèves, ok, c'est quoi l'action pour t'aider à te rapprocher de ça ? Ou le soir, avant d'aller te coucher, c'est quoi l'action que tu as menée pour te rapprocher de ça ? Et là, j'étais en mode mais bulldozer. J'étais en déplacement professionnel à l'étranger. Je gérais le maître d'œuvre. Les vacances, c'était on prenait 2 semaines de vacances. On visitait 25 immeubles à Metz. Voilà, c'est juste pour expliquer aux gens que ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Eh oui. Je refusais, je déclinais toutes les invitations de on va faire le tour du Canada en camping-car avec les amis, on va je sais pas où en vacances. Non, en fait, moi ce week-end-là, je suis pas là. Dans 5-10 ans. Eh oui. Et là, ce que tu viens de dire, c'est hyper clé. Donc, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, vous allez en arrière, vous réécouter une deuxième fois ce truc-là. Parce que nous, on côtoie beaucoup de personnes. On a aussi beaucoup d'élèves dans le programme de formation. Et parfois, il y a des gens qui stagnent depuis plusieurs années, qui sont toujours au même endroit. Je parlais récemment sur Internet à d'anciens clients qui se débrouillaient bien, mais les objectifs qu'ils avaient en tête au-delà du business n'ont toujours pas été réalisés 4-5 ans. Et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais c'est plus difficile, machin. Et je pense que ce côté, avoir pris une décision qui est ultra claire et de le mettre en place en mode post-it, voilà la carte et c'est tout, et on fait tout ce qu'il faut, ça fait une différence énorme. Et vous pouvez pas vous plaindre, les amis, de vos non-résultats. Vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez d'investissement, pas assez de liberté, si vous n'avez pas mis ça en place. Moi, je me souviens, Emma, elle a eu plein de vision boards aussi. Elle mettait des vision boards quand on arrivait ici. Moi-même, j'ai toujours été dans la visualisation parce que comme je suis un peu un petit chat de luxe, je veux une poule de luxe, un aristo-chat, c'est ça, j'ai fait un mix. Les hôtels, les voyages, la première classe, tout le temps, c'était dans ma tête tout le temps. Je dis, je veux ça et je vais aller chercher ça. C'est pareil pour tout le monde. Si vous avez des super objectifs, si vous n'avez pas mis ça en place, ne vous plaignez pas. Tout à fait. Parce que nous, on a des. Mais quand vous étiez client sur Entrepreneur épanoui, je sais plus, en 2021 2022. 2022 Ouais. Je me souviens, quand je vous avais vu, je fais eux, ils vont réussir. Ah, vous étiez au début de l'infoprenariat. Je crois que c'était le premier lancement en plus. Attendez, on va revenir après. Pardon. Spoiler. Mais oui, en fait, ce que tu dis, c'est très juste. Hein. Il faut souvent, quand les gens nous voient sur Internet, ils pensent qu'on branle rien. Puis qu'on a des résultats qui tombent tout seuls. Ouais. En fait, au lieu de partir au Canada, vous avez bossé comme des oufs à visiter 25 immeubles au lieu d'aller kiffer. Oui, hein, vraiment, en fait, le travail amène. Alors, le travail n'amène pas toujours des résultats. C'est le travail intelligent qui amène des résultats. Mais il faut travailler tôt ou tard. Kevin O'Reilly, là, l'investisseur qui est dans les Shark Tank américains, il a travaillé avec, je crois que c'est ça son nom de famille, il travaillé avec Steve Jobs. Et il disait, putain, Steve Jobs, c'était vraiment un connard et tout. Mais par contre, il avait un truc très intéressant, c'est qu'eux, ils disent la différence entre le signal et le noise, le signal et le bruit. Et en fait, le bruit, c'est quand tu taffes à plein de trucs qui servent complètement à rien. En fait, tu t'occupes, tu fais des trucs qui servent, le logo, la couleur, le machin, le page web, en somme. Et t'as le signal, c'est tu bourrines à fond sur le truc qui va t'apporter les résultats. Et en plus, c'est pas genre planifié sur 18 mois, machin, etc. C'est qu'est-ce qui se passe sur les 18 prochaines heures. Ouais. Qui va faire une différence énorme dans ton business. Et je pense que c'est surtout ça qui est important et que nous aussi on a réussi, et que quand je dis nous, c'est nous ici tous ensemble, c'est concrètement bourriner comme des fous sur qu'est-ce qui fera la différence et va apporter tout de suite des résultats. Et c'est vrai que je vois trop de gens planifier, je vais planifier sur là les 18 prochains mois, mais nous-mêmes on sait même pas ce qu'on va faire dans 3 mois. Donc c'est ça. Et franchement, je vois beaucoup ça aussi dans votre parcours, c'est on y va et on arrête après de dire mais dans ma vie j'ai pas ce que je veux, machin. Mais OK, t'as fait quoi sur les 18 dernières heures? Mais du coup, c'est pas si simple effectivement, parce que quand je repense aux visites là, pendant les 2 semaines, on a fait 25 visites d'immeubles. Tu rentres début septembre à la banque. Et là, tu reviens bredouille, tu as fait 3 offres, elles ont été refusées. Quand tu dis la banque, c'est là où tu travaillais. Ouais, c'est là où je travaillais. Ouais. Et là, tu vois tous les gens qui arrivent, ils sont tout bronzés, ils rentrent des Seychelles. Et toi, alors, Cyril, t'es tout blanc, t'étais où ? J'étais à Metz, je fais 25 visites. Voilà, tu rentres bredouille, c'est dur psychologiquement, tu vois, de ne pas avoir réussi à ce moment-là. Mais c'est seulement avec le temps que tu te rends compte que tu as semé des graines, tu as affûté ton œil, tu as développé ton réseau. Et c'est ce qui nous a apporté la suite après. Donc, pour reprendre effectivement, premier immeuble décembre 2016, deuxième immeuble en 2018, troisième immeuble en 2019. Et le troisième immeuble a été pour nous la porte de sortie.
Ouais, parce que pour la petite histoire, du coup, le deuxième immeuble, en fait, on avait réussi à refaire 800-900 euros de cash flow. Pour info, nous, on fait que la longue durée. On fait que la location longue durée, donc c'est moins puissant. On avait prévu des appartes en mode, ok, si on est en galère de thunes, on pourra les rebasculer en location courte durée si on veut plus tard, tu vois. Mais ça me fait penser à ça quand on veut bombarder, quand tu es en mode au taquet, tu veux quitter ton taf. Ta mission numéro 1, c'est pas de peaufiner ton cash flow avec des locations courte durée. Ta mission, c'est lever de la dette. Ta mission, c'est de lever de la dette. Parce que le jour où tu quittes ton taf, tu peux plus lever de la dette. Donc, ta mission numéro 1, c'est lever, faire du volume. Et après, si tu veux, dans un second temps, une fois que tu as quitté ton travail, tu peux te prendre la tête à faire des jolies petites décos, machin, mettre sur Airbnb. Nous, c'était vraiment ça notre optique parce qu'on était dans la catégorie gros revenus. Donc, enfin, surtout toi, moi, j'avais quand même mon salaire d'ingénieur en start-up, mais il fallait qu'on lève de la dette. C'était notre obsession avant de quitter. Et au pire, on re-augmenterait notre cash flow en basculant quelques apparts. Oui. Et vous vouliez être tranquille aussi sur la méthode de gestion de vos investissements. Ouais, parce que le hasard, après, justement, dans le plan, c'était ça. Le hasard a fait que, donc on a dû lever le dernier immeuble. Et là, heureusement que Cyril n'avait pas mis de cash sur les 2 premiers immeubles, parce qu'on aurait été marron. En fait, le cash, c'est le joker de l'investisseur. C'est-à-dire, c'est celui que tu sors quand tu peux plus emprunter. Okay. Tu vois, le novice, il est là, mais je vais baisser mes mensualités. On s'en fout. Le but, c'est de lever de la dette. Parce que là, le banquier vous a dit, vous êtes gentil, et ça fait beaucoup déjà, donc qu'est-ce qu'on fait sur le 3e, quoi? Ouais, c'est ça. Pour l'anecdote, on signe chez le notaire le 2e immeuble en août 2018. Et en octobre 2018, donc 2 mois après, grosso modo, je retourne voir la banque en disant « les gars, j'ai trouvé un nouvel immeuble encore plus gros, encore plus de travaux. » Et là, le banquier, il me dit « Mais attends, Cyril, tu viens de souscrire un prêt, t'as même pas démarré les travaux de ton 2e immeuble et t'es même pas encore en train de rembourser du capital. Comment tu veux que je te reprête de l'argent, quoi? Merci, au revoir, quoi. » Et t'as fait quoi? Du coup, les deux, il y avait une banque qui nous avait prêté pour les 2 premiers immeubles et du coup, il fallait prospecter une autre banque. On a pris la banque de Dorine et ça, c'est pour le 3e. Quoi. Ouais. Non, mais accessoirement, c'était l'affaire du siècle. Je veux dire, en fait, on avait donc les 2 premiers immeubles, on les a achetés à 1 700 euros du mètre. Celui-là, on a réussi à le choper à 1 000 euros du mètre. On ne l'a même pas négocié, c'était une petite anomalie de marché qui était tombée. On était devenus des experts de la recherche. J'ai dit, Cyril, c'est notre ticket de sortie pour arrêter de bosser. Je veux dire, là, si on doit faire toutes les banques de toute la France entière, on fera toutes les banques, je m'en fous. Il n'y a pas de sujet, en fait, on l'aura. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont trop mignons. Ils font 2 banques, ah non, c'est pas possible. Ah du coup, on peut pas. Je sais pas, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. C'est si tu as vraiment une bonne affaire, il n'y a pas d'option, tu lâches pas. C'est dans ton mindset, c'est juste, la question, c'est pas est-ce que j'aurai mon prêt, c'est quelle banque me donnera mon prêt. Mais il y aura le prêt. Et il y a eu le prêt. Il y a eu le prêt. C'était difficile au début pour son ego d'avoir des refus. Et mais bon, à coup de persévérance. Combien de refus avant d'avoir un go? Pas tant que ça. Hein. Il y en a qui ont 8-3 refus, ça va. Hein. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà le bout du monde. Il y en a qui ont beaucoup plus galéré que nous. Hein. Et donc, combien Et du coup, cette porte de sortie, c'était la création de 15. À la base, on voulait faire 14 logements. Et quand on a démarré les travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait un appartement qui était trop grand à notre goût. Du coup, on a créé un 15e appartement. Trop grand, ouais. Mais en fait, c'est un immeuble 400 mètres carrés. C'était une maison. En vrai, c'était une maison, le 3e immeuble. 400 mètres carrés. Et on a fait donc 15 appartes, 10 000 euros de loyer. Et la mensualité, c'est sûr, a été moins importante parce qu'il avait mis de l'apport sur celui-là. Mais en l'occurrence, quoi, la mensualité 4 000 3650. 3650, ouais, tu connais les chiffres. Et ça fait un beau cash flow, là. Ouais, donc en gros, en fait, c'était trop marrant parce que je me rappellerai toujours le jour. Parce qu'en fait, quand on avait repéré l'immeuble, pour la petite histoire, c'était les montagnes russes émotionnelles. On avait repéré, moi j'étais au taquet. Tous les matins, je me levais, je regardais mon bon coin, tout ce qui sortait et tout, j'étais au taquet. Et là, j'ai repéré le truc. 1 000 euros du mètre, attends, non mais là, c'est l'affaire du siècle. J'appelle tout de suite, dans les heures de l'annonce, parce que j'y allais tous les matins. Ah, trop tard, c'est déjà vendu. Oh, la je dis, mais comment ça, c'est déjà vendu? Ça vient de tomber. Oui, y a déjà quelqu'un qui s'est positionné, c'est trop tard, je retire l'annonce. Je fais, mettez-moi sur liste d'attente. Mais il y a déjà une liste d'attente. Je fais, mais oui, mais mettez-moi au début de la liste d'attente. Donc là, moi, je raccroche, déprimée. Et j'en parle à Cyril. Je lui dis, il y a un immeuble de malade. Celui-là, c'est l'affaire du siècle de Metz. Faut qu'on l'achète. Et donc, le temps passe, 3 semaines plus tard. Et Cyril reçoit un coup de fil. En général, quand tu reçois un coup de fil de ton agent immobilier, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est l'agent qui nous avait vendu les 2 premiers immeubles. Et là, il appelle, oui, de coup, monsieur Lorenzon, j'ai déjeuné avec un confrère. Et du coup, le confrère a un immeuble qu'il avait vendu et manque de peau, l'acheteur lui a fait faux bon. Du coup, j'aurais parlé de vous, parce que je sais que vous êtes fiable pour le financement et tout. Du coup, voilà. Et en fait,
il a décrit un petit peu l'immeuble. Là, En fait, il y a eu les connexions, tu vois. Et je pense que c'était le jeudi ou le vendredi. Ouais, c'était le jeudi, du coup, je lui dis, pas de souci, demain matin, c'est pas grave, je pose ma journée avec C'était Dorine. le samedi matin, je pense. Samedi matin. En gros, mais week-end annulé. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tu vois, on Le y va. lendemain, t'es dans le train, tu y vas, quoi. Tu vas. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Enfin, il faut qu'à un moment donné, si tu veux ce que tu veux avoir, voilà. Et donc, offre au prix, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de sujet de discussion. On ne voulait pas le louper, celui-là. Et je me rappelle encore le lundi matin, quand Cyril m'appelle au boulot. C'est bon, les vendeurs, ils ont dit go pour notre profil et c'est réglé. J'étais au bureau. Et en fait, évidemment, je parlais pas trop de mes investissements immobiliers au bureau, tu vois. Et dans ma tête, tu sais, tu vas dans la petite salle de réunion et tu sais, les gens, ils commencent à se prendre le chou, machin. Et dans ma tête, je m'en fous. Dans 6 mois, je suis plus là. C'était la sensation. De liberté, de ouf, d'avoir décroché le gros lot, quoi. T'as ton ticket de sortie. Ouais, et j'en reviens par rapport à ce que tu disais par rapport au travail et tout, au dur labeur. Moi, j'ai une approche différente, c'est qu'en réalité, c'est les plus belles années de ma vie. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on croit toujours que quand on fout rien et qu'on est sous les cocotiers, on est heureux. Mais en fait, moi, en tout cas, ce que je me suis rendu compte avec Cyril, c'est ce qui nous rend heureux, en tout cas dans notre couple, c'est d'avoir des projets ensemble. Sûr. Et c'est les projets, la difficulté de les surmonter ensemble. En fait, c'est là que le couple, il se soude. Alors qu'avant, quand on n'avait pas de projet, on était en mode resto, pépère, pas d'enfants, ok, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, on va voir les copains. Puis en fait, je sais pas, la vie finalement était vide, même si tu avais l'impression qu'elle était cool, mais elle est d'autant plus cool quand tu as des projets à deux, tu surmontes des difficultés à deux, et c'est là que, je sais pas, je trouve que la vie prend tout son sens. Mais c'est pour ça que la retraite, c'est nimp. Oui. La retraite, ça correspond à des gens qui avaient un métier dur qu'ils n'aimaient pas. Donc aujourd'hui, en fait, les gens vont en retraite parce qu'ils font un métier toute leur vie qu'ils n'aiment pas, mais ils se retrouvent en retraite, mais ils dépriment toujours autant parce qu'ils font rien. En fait, il n'y a aucun projet. Et les entrepreneurs, moi j'ai compris ça il y a quelques années, parce qu'au début, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu te dis, oh là là, la retraite, alors ton comptable, il te parle de la retraite, tes parents te parlent de la retraite, toute la famille te parle de la retraite. Quand tu pars à Maurice, en fait, tu oublies ta retraite. Et tu te dis, mais la retraite, c'est pas un sujet, la retraite. C'est pas l'État français qui va te donner de l'argent à rien faire. Surtout, nous, ça sera dans 20 ou 25 ans. Donc, l'état des retraites, déjà, vu comment ça va mal, j'ose voir je ne m'imagine même pas dans 25 ans. Mais en fait, être entrepreneur, c'est une vie. Et on n'attend pas la retraite pour vivre. Attention, quand ton projet principal, c'est la retraite, c'est que t'es mort avant d'avoir vécu. C'est fini, quoi. Comme disait Jean-Claude, dans 20 ans, il n'y en aura plus une retraite, en parlant de l'eau. Extrêmement intéressant. Je voudrais vous parler de vos 3 règles d'or, parce que vous parlez souvent dans vos podcasts, notamment, d'avoir une vision claire. Vision claire, on en a parlé tout à l'heure. Une fiscalité qui est adaptée, d'avoir un cash, justement, cash flow protégé et assuré. Concrètement, ces principes, comment vous les appliquez dans vos investissements au quotidien? Comment est-ce que vous vous assurez d'avoir... J'ai l'impression que vous enchaînez que les bonnes affaires et qu'on peut entendre beaucoup de gens qui galèrent. Et comment c'est quoi le radar pour décrocher autant de bonnes affaires et d'enchaîner aussi bien les biens? Peut-être déjà le premier point par rapport à la fiscalité. Nous, on est ingénieurs à la base. Et c'est vrai qu'avant de se lancer sur un projet, on fait 40 fichiers Excel, on aime bien sécuriser, faire les calculs. Et on a cette envie de comprendre les choses. Tu sais, je parlais tout à l'heure des travaux où il y avait une histoire de cheville dans le mur. À cette époque-là, je n'avais rien à faire de comprendre comment fonctionnaient les travaux. Par contre, quand on a réalisé le premier immeuble et qu'il fallait faire les travaux, là, j'étais là. Quand je pouvais visiter le chantier, je posais les questions. Ah ok, après ça, on doit faire ça. Ah mais pourquoi on ne peut pas le faire avant? Bref, je m'intéressais aux choses pour avoir cette envie de comprendre et de challenger le maître d'œuvre et les artisans. Sur la fiscalité, c'était pareil. Moi, c'était un sujet qui me faisait extrêmement peur, la fiscalité, parce que trop de sujets de... en fait, t'es propriétaire, t'es locataire, ils te payent ton loyer, mais derrière, en fait, tu redonnes tout à l'État. À quoi ça sert d'investir? Du coup, on s'est documenté, on a lu des livres, et après, on allait confronter notre point de vue avec mon expert comptable, avec un avocat fiscaliste à Paris. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué, parce que eux viennent avec leur schéma tout fait, avec leur façon à eux-mêmes d'investir, et en fait, ils ne s'adaptent pas à nous. Moi, j'expliquais à mon expert comptable, parce que j'avais ma société de cabinet de conseil, et je lui disais, mais moi, dans 5 ans, bye bye Paris, on est rentier, on part à Cancun ou je ne sais où, et on veut vivre de l'immobilier. Et lui, il me poussait le schéma de fais une SCI à l'IS, t'encapsules tout dedans. Je disais, ouais, mais comment je fais pour sortir l'argent de la SCI à l'IS pour pouvoir payer mon loyer, payer les courses au magasin, ainsi de suite, tu vois. Il n'arrivait pas à s'adapter par rapport à ça, il ne me croyait pas. Et du coup, il ne nous croyait pas, tout simplement. Il pensait te protéger en te conseillant ça, en mode non, mais le gars, il est dans son délire, mais ça n'existe pas l'immobilier comme ça. Tu vois. Ouais, c'est ça, vraiment.
Donc la règle d'or, c'est ça, c'est vraiment c'est cette envie, cette appétence de creuser chacun des sujets pour bien les comprendre et pas faire des conneries, quoi, savoir où tu mets tes pieds, où est-ce que tu vas, quoi. Parce que nous, nos immeubles, en l'occurrence, ils sont en nom propre. Et en général, le nom propre, je fais vraiment. Moi, j'ai fait un master en gestion de patrimoine pour m'amuser l'année dernière. Et pour encore creuser, parce que j'aime bien, et pour conseiller les clients qu'on a, etc., j'aime bien être un peu carré sur les choses. Et en fait, tu as des variables qui vont faire pencher plus ou moins pour une chose. Donc, en fait, les gens qui disent c'est comme ci ou c'est comme ça, en fait, en réalité, c'est faux. C'est peut-être que ce qui leur correspondait à eux, et pas forcément à nous. Nous, ça nous correspondait bien d'acheter en nom propre parce que déjà, on faisait énormément de travaux. Donc en fait, on ne paye pas d'impôts pendant 10 ans. Donc quand tu fais, nous, on faisait 50% d'acquisition, 50% de travaux. Donc niveau impôt, tu es quand même tranquille. Et si tu mets pas trop d'apports, en l'occurrence, on a quand même mis assez peu d'apports sur l'ensemble de notre parc immobilier. Donc pareil, c'est assez intéressant d'être en nom propre dans ces cas-là. Mais si tu mets beaucoup d'apports et pas beaucoup de travaux, typiquement, ça va plus basculer sur SCI LIS. En fait, tu as des indicateurs. Mais en fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut que vous soyez capable de refaire le calcul sur une feuille de papier. Si tu n'es pas capable de la faire, en fait, c'est que tu n'as pas compris ta fiscalité et tu ne sais pas choisir. Il faut absolument... Voilà, après, nous, on essaie le côté ingénieur. Il y a des gens, ils sont plus olé olé. Ouais. Mais nous, on est en mode, faut que tu saches, le locataire, il te paye, où va l'argent ? Bien sûr. Et combien il reste dans la poche ? Il faut que tu fasses ce petit chemin. Très clair. Deuxième règle d'or ? Oui. Sur la recherche de la bonne affaire. En fait, on s'est posé beaucoup de questions avant de se lancer. Évidemment, c'est naturel avec les peurs et tout ça. Mais il y a un moment donné, et encore aujourd'hui, on se remercie, Cyril et Dorine de 2016, d'avoir eu ce courage de sauter le pas, de signer ce papier et de se lancer dans cet immeuble. Parce que c'est impossible, et ça on le voit avec les personnes qu'on accompagne aussi aujourd'hui, c'est impossible de tout maîtriser sur ton projet d'investissement immobilier dans un immeuble. Je veux dire, tu ne peux pas tout savoir sur cet immeuble-là, l'historique qu'il y a eu, comment ça va se louer au centime près, et ainsi de suite. Il y a un moment donné, en fait, c'est comme un chef d'entreprise, quoi. Je veux dire, il doit avancer, prendre des décisions. Et puis, au fur et à mesure qu'on rencontre des problématiques, des difficultés, c'est juste connecter son cerveau en mode c'est quoi la solution la plus pertinente à ce problème-là, et on avance. Et puis bien évidemment, investir en immobilier, ça s'inscrit dans la durée. Et en fait, il va y avoir des moments donnés, des embûches, des choses à éviter, et ainsi de suite, quoi. Top. Quand vous avez eu ce troisième immeuble et que toi, tu étais dans l'open space en mode ça y est, je vais me casser, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu as démissionné et vous avez quand même continué à investir. Ça n'a pas été limitant que toi tu partes de ton job, ça n'a rien changé sur le C'était tous les deux. De toute façon, en fait, nous, à la base... Ah oui, c'était les deux. Parce qu'en fait, nous, dans notre tête, c'était vraiment les deux quittent le job ou aucun des deux. Et en plus de ça, c'était dans notre tête, on ne fait pas le troisième enfant tant qu'on bosse. Okay. Dans notre tête, le troisième enfant, c'est quand on sera libre, on fait tranquillement le troisième enfant, on ne fait pas de troisième enfant. Donc il y avait aussi un peu cette carotte-là qui était là. Et donc on quitte le... Je sais plus, c'était quoi la question ? En fait, comment tu fais pour quitter votre job et ensuite continuer à investir ? Parce que vous avez acheté d'autres immeubles par la suite. Déjà, non, alors on n'en a pas acheté tant que ça. Enfin, bon, attends, vas-y, reprends. Non, du coup, juste pour quitter son job, pour moi, c'était difficile, hein, clairement. Ouais. Je gagnais bien ma vie, c'était quand même stimulant, j'étais avec des personnes qui étaient très compétentes, des gens très intelligents, et j'étais sur des gros projets stratégiques. Bref, moi, mes journées, elles passaient vite, c'était très intéressant. Mais par contre, derrière, le soir, la nuit, le week-end, ça continuait à mouliner, et la charge mentale était compliquée à gérer, et surtout, je voyais pas mes enfants. Donc, j'étais tiraillé en mode, est-ce que je m'arrête pas tu sais, quand tu gagnes... Voilà, je gagnais quand même très bien ma vie, donc plus de 10 000 € par mois. Et puis j'ai mis du temps et c'était quand même de l'énergie, des sacrifices entre guillemets ou des choix de vie d'en arriver jusqu'à ce niveau-là de ma carrière. Et ma carrière, elle était tracée pour monter dans les postes de direction au niveau des banques et ainsi de suite. Du coup, j'ai eu du mal à m'arrêter, mais voilà, Dorine m'a mis un petit coup de pied aux fesses en me disant allez, c'est le moment. L'ultimatum, tu peux le dire. Genre on se casse ou enfin j'y vais toute seule ou carrément. Ou sans toi quoi. À un moment donné, qu'on fasse une solution parce que moi c'était pas viable en fait. Avoir un mec qui rentre à 21h le soir quand il rentre parce qu'il est pas en déplacement avec les deux enfants. Ouais, c'était pas du tout. Ouais, c'est une vie de merde. Ça allait pas. Voilà, il y en a qui aiment bien, mais bon, moi on avait envie d'être ensemble aussi. Enfin, on aimait bien être ensemble quand même. Ouais, on voulait passer du temps ensemble, donc on s'est arrêté On était coloc, sinon franchement, tu te croises, le week-end t'es là, bon, limite tu décompresses. Mais c'est exactement le modèle là, c'est tu souffres, tu décompresses, tu souffres, tu décompresses. Tu sais, c'est le modèle là. Moi, j'ai pas envie de souffrir entre guillemets la semaine. Oh, voilà, faut que je décompresse, je suis en vacances. Puis tu sais, c'est bien sûr. Ouais. C'est pas un modèle quoi. Ouais, c'est le modèle même que beaucoup de gens qui gagnent de l'argent ont. Hein. Ouais. J'aime bien le principe. Moi, j'habite à Angers. Il y a des gens qui construisent des piscines. En fait, les gens qui construisent des piscines, s'ils gagnent très bien leur vie, ils n'ont pas le temps de dépenser leur argent. Donc, ils se font une piscine qui va servir quoi les 20 jours dans l'année,
qui va te coûter entre 50 et 70 000 balles et il faut l'entretenir, tu sais, c'est un non-sens absolu. Et quand tu as de l'argent et que tu n'as pas de temps, bah, en fait, tu es content parce que tu as de l'argent, mais tu n'as pas une vie libre. Et ça me fait penser aussi aux symptômes des vacances. C'est que les gens, nous, nos potes d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneurs, ils ne comprennent pas qu'on travaille en vacances. Tu sais, il y a le bug. Tu sais, le bug, mais t'es en vacances, pourquoi tu... Mais en fait, dans ma tête, ma vie, c'est des vacances. Tout le temps, tous les jours. Et je travaille tous les jours parce que j'aime bien ce que je fais. Donc, toi, le mot travail, pour eux, c'est souffrance et vacances, c'est décompression. Mais moi, en fait, ma vie, c'est plaisir dans les deux, tout le temps. En fait, il n'y a pas de distinction, quoi. Et c'est un truc de dingue. Tant que t'es pas dedans, je pense que tu peux pas comprendre. Enfin... Parce que les gens sont habitués, en fait, depuis l'école. Tu vas à l'école, tu souffres. Le week-end, tu décompresses. Tu es en vacances. Et tu retrouves la rentrée, là. Même les miens, là, ils me disent « Oh là là, putain, c'est la rentrée ». Alors, ils aiment bien l'école, quand même. Parce qu'avant, ils étaient en école à la maison. Mais là, je sens que, ils sont contents d'y aller pour retrouver des copains. Mais ils partent souffrir. C'est pas une vie, en fait. C'est ancré, hein. Socialement, c'est tellement ça, quoi. Il faut souffrir pour avoir le diplôme, puis après tu souffres pour avoir ton taf, et après, la retraite, peut-être que... Et la plupart des gens se font arnaquer et acceptent cette idée. Moi, je trouve ça fabuleux, je trouve ça incroyable. C'est une hypnose gigantesque où tout le monde... Mais il faut que tout le monde accepte, sinon le système ne peut pas tenir comme tel. S'il y a que des déglingos comme nous, où on se dit c'est mort, on va faire notre vie, bah ça marcherait pas comme ça. Bref, c'est un autre sujet. Ceux qui regardent ce podcast l'ont bien compris. Pour la réaction de votre entourage, on en a parlé un peu. Vous parliez de votre banquier, de l'expert comptable et de vos amis qui regardaient les post-it chez vous en se disant mais quelle secte de quelle secte il s'agit? Comment a évolué le regard de votre entourage et est-ce que vous avez gardé vos amis depuis que vous êtes investisseur à succès et entrepreneur? On va en parler dans un instant aussi. Oui, on a encore nos amis de l'époque, même s'il y a des points de divergence, effectivement. Forcément, eux nous protégeaient au départ, ils comprenaient pas, mais Cyril, tu vas te cramer, tu vas divorcer avec Dorine, t'es jamais là, comment... T'avais dit ça? Ouais, on nous a pas la révélation, une exclusivité dans ce podcast. Tu vois, ton couple va pas tenir. Non, parce que moi, il me disait, oui, non, mais le pauvre Cyril, c'est à cause de toi, il quitte son travail, t'es vraiment sûr? Vous avez déjà 3 immeubles. Il devait faire des manipulations, tu sais, chacun d'un côté. C'est incroyable. Mais non, mais c'est tellement... En fait, ça part tellement d'une bonne intention. Ouais. Et en fait, après, ce qui est rigolo, c'est que quand tu quittes ton travail et qu'après, ils se disent « faudrait que j'investisse en immobilier. » Oui, mais vous, du coup, vous avez eu de la chance parce qu'en fait, machin, maintenant, c'est plus possible. Et en fait, tu vois, le discours se retourne, tu vois. Ouais, d'accord. Mais ça nous fait rire, je sais pas quoi dire. Vous êtes plutôt détendu là-dessus. Vous n'avez pas trop perdu de potes ou d'entourage, c'est OK. Ça évolue tout doucement. Ça évolue tranquillement. Attendez, t'expatrié à Maurice, on en reparlera. Voilà. On en reparlera après. Ça va faire des dégâts, ça. Voilà. Après, c'est sûr que oui, mais en fait, en vrai, dans la vie, moi, c'est ce que je dis toujours à Cyril, si tes potes, ils ne changent jamais, c'est que tu stagnes. Oui. À un moment donné, en fait, si t'évolues... Après, je dis pas, moi, j'ai des potes de cœur que je m'imagine garder pendant encore des dizaines d'années, mais tu vois, il y a un moment donné, l'entourage, il varie naturellement et ça fait partie de la vie, quoi. C'est vrai. Alors, merci pour cette première partie sur l'immobilier. Est-ce que tu avais une dernière question? Non, je t'écoute ça. C'est assez complet et je vous invite à vous abonner à leur chaîne pour aller plus loin, pour creuser donc l'aspect immobilier sur votre podcast qui s'appelle Les Investisseurs Sereins, n'est-ce pas? Exactement. Dans le Top France, immobilier à faire. Ouais, il est pas mal. Ouais, combien? Excellent. Je sais pas, moi je regarde pas les classements, mais il est bien. Ok. Bien. Ce qui me permet de faire une transition toute choisie pour le business sur Internet, puisque vous n'êtes pas arrêté aux immeubles, vous vous êtes dit, on va documenter ça, on va en parler, on va lancer une chaîne de podcast, et puis lancer des programmes de formation. Alors, quel a été le déclic cette fois-ci pour le business en ligne? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Vous allez dire, cool, on va faire du business sur Internet maintenant. Alors, ça a été en plusieurs étapes. 2020, on quitte notre travail. Ouais. Covid, on se retrouve à la maison avec les enfants. Là, honnêtement, franchement, on profite. On vit notre meilleure vie en mode pépère. On se découvre des talents de maîtresse et maître d'école à la maison. Enfin, franchement, on vit nous notre meilleure vie. Après, il y a la rentrée, 3e enfant. Là, on se dit trop bien. Pour une fois, je vais pouvoir profiter. Parce que les 2 premiers mois, à 10 semaines, ils étaient retournés à la crèche. Enfin, donc, c'était dur, violent. Ouais. Même si à l'époque, je l'avais bien vécu. Parce que voilà. Mais là, c'est vrai que le 3e, je me suis dit, vas-y, cette fois, je le garde. Je prends mon temps et tout. Bon, au bout d'1 an, moi, je t'avoue que j'aime bien les bébés. Mais au bout d'1 an, j'étais en mode,
T'es bien sympa, ma chérie, mais j'aimerais bien être stimulée, faire des trucs et tout. Et j'en parle à Cyril, j'ai dit, écoute, là, c'est mort. Lui, il est en pleine gestion de chantier du 3e immeuble. Parce qu'au final, je le voyais pas parce qu'il allait tout le temps sur le chantier. Parce que quand tu as un chantier, il faisait combien de 500 000 euros le chantier? 600 000 euros de travaux. 600 000 euros de chantier, le 3e immeuble. Combien de lots? 15 lots. Donc Oui. c'était un gros chantier. Ouais. Cyril, il était en flip. Chaque coup de fil, ça peut coûter 50 000 euros, tu vois. Oui, d'accord. Ok. Donc t'étais là à tous les trucs. Moi, je m'occupais du bébé. Et en fait, je commençais à écouter des podcasts. Et je me suis dit, c'est sympa les podcasts quand même, c'est Ok. rigolo. Tiens, Cyril, je sais, on va lancer un business, machin et tout. J'en parle à Cyril. Bon, t'étais en mode, plutôt on veut refaire un immeuble. Ouais, Toi, moi t'étais j'étais plus en en mode mode immeuble, toi. attends, on a hacké le système, Ouais. on a compris le truc, on est devenu pas forcément expert, mais en tout cas on maîtrise. Bah, il suffit juste de dupliquer. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la boulangerie et que tu achètes une nouvelle baguette, bah, c'est un peu pareil avec un immeuble, quoi. Bah, on a juste à dupliquer. Mais je sentais dans le regard de Dorine et dans son discours Ouais, moi, c'est mort. C'est Ouais, mort. t'avais déjà enclenché le Ouais, truc. C'est usant, ouais. ça. Hein. Ouais. c'est bon, il Ouais. n'y a plus le côté plaisir à prendre Ouais. des choses. Tu sais, en fait, on le fait plus. Ouais. Tu sais, il n'y a plus de raison de le faire si ce n'est juste engranger un peu plus Continuer, d'argent, quoi. Tu Ouais. vois, c'était C'est pas suffisant comme motivation, juste l'argent en fait. Moi, ça me suffit pas. Ouais. Et puis en fait, il y a le côté excitation. Tu vois, genre, Oui. ouais, c'est bon, on va pas encore acheter un immeuble, encore un immeuble, on va pas passer notre vie à gérer des chantiers. Enfin, faut qu'on fasse autre chose. Et donc, moi, j'étais en mode, on va faire un business, machin. Évidemment, j'en parle à Cyril, il me dit, oui, mais il y a déjà trop de monde, c'est fini, c'est plus la peine. Trop tard. C'est fini, là. Les potes, ils disent, mais non, mais des gens qui vendent des formations en immobilier, ça y est, c'est terminé. Moi, j'ai dit, écoute, je m'en fous, quoi. Enfin, je fais mon podcast, on lance, on verra bien. Et on lance le podcast en 2022, mars 2022. On achète le micro en 2021, on met 9 mois pour sortir le premier épisode de vraiment podcast. ça. Ouais. Mais je savais mais parce qu'en fait, pourquoi? Parce que l'expérience des startups d'avant, je savais que le jour où tu commences, tu t'arrêtes plus jamais. C'est comme si tu commences à courir et tu sais que tu ne vas plus jamais t'arrêter de courir. Enfin, je sais pas comment te dire. Bien sûr. Donc en Oui. fait, tu choisis le moment où tu vas démarrer parce que tu sais qu'après c'est fini. Et cette fois, je le savais, on ne s'arrêterait jamais. Dans ma tête, le business qu'on allait lancer, on est là pour 10 ans. Quelle était Minimum. la thématique de votre premier podcast? Bah, l'immobilier. Oui, mais le titre, tu te souviens? Les 3 erreurs 3 euros en immobilier? en immobilier à Ouais. éviter. quoi. Classique, Ouais. tout Un ça. classique. Pas de prise de Investir en risque. couple aussi. Ah, très bien. Donc là, vous l'avez tourné, vous l'avez mis sur les Non, ils ont plateformes. attendu 9 mois. Ouais. Ouais. 9 Et on mois. avait pris entrepreneur épanoui à En même l'époque. temps. Ouais, en fait, on Ouais. avait pris entrepreneur épanoui. Je pense que c'est important d'expliquer notre état d'esprit à ce moment-là, Oui. parce que jusqu'à maintenant, en fait, aucune formation en ligne. Moi, j'étais contre les réseaux sociaux à cette époque-là. Hein. Ouais. Je regardais pas YouTube, je regardais Incroyable. pas les podcasts. C'était vraiment Dorine qui suivait les podcasts avec Ouais. le Covid. Mais l'immobilier, on a appris, on va dire, sur le terrain par nous-mêmes en ce moment. Par On avait contre, pris quand même quelques formations IMO vers la fin. C'est un peu des formations fiscalité, machin. En fait, on voulait ouais, en tu sais, se 2020, là, rassurer. ouais. Tu vois, ouais. c'est le petit. C'était la formation, ça conforte. Et puis tu vois aussi un peu ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils fournissent, quelle est la qualité. Et on a quand même acheté quelques formations, mais pas Et beaucoup. sur la fin, surtout. Enfin, sur Ouais, la... c'était que des vidéos à l'époque. on avait déjà À acheté nos l'époque, c'était que immeubles. des formations vidéo. Et là, effectivement, la règle d'or, c'est qu'on a vu que tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est tous ceux qui n'ont jamais abandonné. Ouais. Donc on savait que le jour où on sortait ce podcast, toutes les semaines, chaque lundi, chaque jeudi, il faut sortir cet épisode. Et on savait que, je sais pas si on allait avoir cette discipline, parce qu'une fois que tu as atteint ton objectif de tes fameux post-it dans ton appartement, tu sais, c'est un peu en mode, tu sais, c'est le Graal. Tu sais, c'est difficile de se reconstruire C'est vrai. pour reconstruire un nouvel objectif Ouais. à atteindre et ainsi de suite. Donc on a quand même bien profité avec la naissance de notre petite. Et après, tu sais, il faut aller se recharbonner pour se dire Ouais. qu'est-ce qui va me faire me lever le matin, qu'est-ce qui va me faire la motivation et cette discipline. Donc c'est pour ça qu'on a mis les 9 mois pour sortir cet épisode. Et on s'est dit, ok, je pense que là, pour aller plus vite, on a un petit peu d'argent aussi. On va investir dans un accompagnement, une formation. Parce que moi, j'y connais rien dans les réseaux sociaux. le Genre, business en ligne. Là, tu racontes. non. Ça balance, ça balance. Non, en fait, moi, je suivais vaguement Amélie avec la parentalité. Et j'avais vu une fois que vous aviez fait un truc genre entrepreneur épanoui, une sorte de chaîne YouTube. Vous aviez sorti une vidéo et après plus rien pendant Exact. des mois. Au Costa Rica, je crois, non? Et j'étais dégoûtée. Non, c'était sur un vlog Mastermind chez Romain Collignon en 2020. Parce qu'en 2020, ça me titillait de faire un truc sur l'entrepreneuriat. J'avais marre de la parentalité. J'ai sorti une vidéo. Et puis après, Amélie n'était pas hyper chaude sur l'entrepreneuriat. Et puis bon, on verra ça plus tard. Voilà. Moi, dans ma tête, c'était bon. Dans ma tête, le jour où ils sortent un truc en entrepreneuriat, nous, Y aller. on est là, tu vois. Moi, Ouais. j'attendais cette Ouais. formation, tu vois. Et du coup, ça tombait à peu près en mars 2022, quand on lançait le podcast. J'ai fait, ah bah,
ça y est, on prend la formation. Puis je vais voir monsieur, parce qu'évidemment, les femmes, elles vont voir leur mec pour demander l'autorisation. Et là, il me dit, oui, attends, mais quand même, mais on peut se débrouiller tout seul, gna gna gna. Et puis là, j'ai dit, de toute façon, c'est mort, t'as pas le choix. Voilà. Parce que de toute façon, en fait, c'est un conseil que je donne aux femmes, c'est que, en fait, souvent, et nous, c'est-à-dire, parce que nous, on vend par appel découverte, les femmes, elles ont tendance à aller demander l'autorisation à monsieur, et en fait, il faut imposer, quoi. Faut imposer, enfin, à un moment donné. Et donc, du coup, et en fait, mine de rien, après coup, t'étais quand même en mode, parce qu'en vrai, on avait pris deux formations en parallèle. On avait hésité avec une autre, et du coup, moi, je dis, bon, on prend les deux. 2 heures. Une fois qu'on a notre décision, notre trajectoire, on y va. On prend les deux, parce que Cyril, il voulait me faire choisir entre les deux. Donc, on prend les deux. Je dis, non, on prend les deux. On prend les deux. T'as pris quoi alors? T'as pris Entrepreneur épanoui, puis c'était qui l'autre? C'était Aline de The Bee Bee Boost, de la BSB Academy. Ok. Et je trouvais que c'était très complémentaire. Mais je me suis dit, ça, c'est complémentaire et tout. C'est pas le même profil, c'est pas le même format d'accompagnement. On prend les deux. Et Surtout qu'elle a un podcast, elle aussi. Ouais, elle a un podcast. Et c'est parce que c'est grâce à ça, moi. C'était plus les podcasts que j'écoutais à l'époque. Et donc, en fait, on a pris les deux. Et Cyril, après coup, il m'a dit, ah oui, c'est clair, on a gagné. Mais en fait, en un an, on a fait ce qu'on aurait fait en 3 ans. Ce qui est vrai, parce que quand on regarde les résultats que vous avez avec le business en ligne, franchement, ça allait très très vite. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est lent, mais on est vous êtes lancé vraiment en 2022. Ouais, mars 2022 et première vente en novembre 2022. C'est bien. 2022, c'est rien. Tu parlais du Covid tout à l'heure. Moi, j'ai fait le Covid. On a fait ici. Tu vois, on était dans cette maison. Je me souviens très bien. Tu vois, et j'étais en train de charbonner. Et j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça. Tu vois. Et 2022, c'est 2 ans plus tard. Donc, et là, on est qu'en 2025. Donc, franchement, le parcours, il est quand même assez stratosphérique, quoi. Après, ce qui est vrai, dans le business en ligne, tout va très 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 vite. Donc l'audience peut l'entrée aller... comme la sortie. L'entrée comme la sortie. Ouais, mais vraiment, hein. Tu peux rentrer vite, tu peux ressortir aussi vite. Et l'avantage, c'est qu'on crée des audiences, c'est ce que vous faites. Et vous lâchez rien, votre podcast, vous le faites depuis des années. Vous vous y tenez. Bon, évidemment, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais si tu fais un truc, je vais te dire, juste bien, c'est-à-dire que tu mets juste ton cœur et tu essaies de juste bien faire les choses et que tu t'y tiens, là où en fait la plupart des gens en fait, ne font pas, bah, tu as des résultats. Après, évidemment, il faut apprendre à vendre ce que vous avez appris. Et tu as un business qui déroule. Au bout de combien de temps vous avez proposé les choses à vendre? Même pas 6 mois. On a créé le podcast en mars. Publié. Déjà l'été, en fait, on préparait déjà notre premier lancement. Mais dans la souffrance, hein. Ça nous faisait méga peur. Bah, Moi, je me rappelle, vous avez été très bon parce que je me souviens, vous vendiez déjà un programme cher. On a tout de suite commencé cher. Ouais, je me suis dit, vous êtes quand même assez ambitieux, vous venez de démarrer, vous sortez des programmes, je sais plus, à 5000 balles. En 2000. On a commencé à 2000. Non, 2000, attends, 2000. Sans closer. Sans closer, Ouais, parce ça, je qu'on me suis faisait dit, le putain, ils sont chauds. Hein. Mais allons-y, quoi. Non, mais 2000 €, attends, on était chaud, mais c'était coaching à volonté en individuel, plus coaching collectif. Oui, c'est une offre irrésistible. C'était là, nous, on était en mode, on fait all-in. De toute façon, on se dit, écoute, pendant 12 mois, au pire, on charbonne de ouf, mais au moins, on lance la machine. Et, parce que tu sais, t'as le syndrome de l'imposteur, donc tu veux tout mettre au début dans tes offres. Et c'était 2000 €, c'était archi pas rentable. Ouais, mais c'était l'occasion aussi de c'était le début, en fait. Il faut accepter, en fait, je pense aussi que t'es pas. Tu vois, parce que tu as récupéré un max de feedback des gens que tu coaches, tu sais qui ils sont, tu apprends à les connaître, donc c'est parfait pour une V2 qui est beaucoup plus raisonnable. Combien vous avez fait d'argent avec ce premier lancement? C'était un webinar, c'était quoi? On a fait 10 ventes, c'est ça? Il y avait un coach qui nous engueulait tout le temps en mode faut faire des webinaires. C'était l'époque en plus. C'était Tu me saoulais, tu me disais tous les dimanches soirs, allez, webinaire. Et en fait, moi, je faisais un webinaire, j'étais en mode ça y est, je suis au bout de ma vie. Tu sais, on a signé 5 clients. Oui, j'ai un souvenir. En gros, j'ai fait un webinaire en mars, on fera le prochain. Je sais pas, plus tard. Non, c'est toutes les semaines. Je fais non, c'est rien. Mais je sais que ça nous bousculait et tout, mais franchement, on n'avait pas encore le mindset. Pour nous, c'était une telle sortie de zone de confort de faire un webinaire. Tu vois, moi, c'était... déjà, pendant 5 jours après, il fallait que je m'en remette physiquement, tu vois. C'était... Je sais qu'il y a des gens qui vivent mal l'épreuve webinaire live. Il y a des gens, ça les fait souffrir, quoi. Toi, ça t'a vraiment mis en dehors de ta zone de confort. On était débutants. Maintenant, tu vois, on fait des challenges. Et je suis en kiff et j'ai kiffé mon challenge tous les jours, quoi. Mais parce que j'étais pas dans la même énergie et ça me draine moins d'énergie parce que je suis plus en zone de confort. Alors qu'avant, j'étais en méga sortie de zone de confort. Donc ça te pompe complètement. Donc ça te draine, mais plus dans l'émotion, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu l'as jamais fait, t'es tendu, méga tendu parce que tu veux rien oublier. T'as peur d'avoir le moindre truc qui va déconner. Tu dis, si je fais une erreur, en fait, tout mon webinaire va être à plat, je vais pas gagner d'argent. Et à force de le faire, en fait, tu te rends compte que tu avais plus de peur plutôt qu'autre chose. Et puis tu t'habitues gentiment, tu t'habitues. Comme quand on a commencé les challenges il y a 1 an, je me suis dit, putain, les challenges, c'est un énorme taf et tout. Et là, on est en pleine préparation. Bon, ça reste toujours un énorme taf. Mais bon. Sixième en un an 5e, je sais plus. Mais en tout cas, ça déroule, quoi.
Ça déroule, on le fait, faut faire le Let's taf. go. Le cerveau, il est habitué. T'es moins en train de checker partout à la moindre peur, parce que tous les trucs sont validés, donc t'as plus qu'à dérouler. Quel sentiment ça vous a... Il y a quand même un sentiment quand tu vends quelque chose sur Internet à quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Ouais. Il y a quand même ce côté où il y a des barrières qui se débloquent. Et toi, on s'en rappellera de cette première élève ou première cliente Une Émilie, relou. hein. Comment elle s'appelait? Éminée. Ok, vous Je vous souvenez de votre toujours. premier- Non, mais elle était trop cool. Elle était trop cool. le tout premier. Ouais, Notre notre première toute première cliente, cliente qu'on ouais. connaît pas. Qu'on Ah connaît pas, ouais, qui a ouais. signé, qui a payé. On était en mode. C'est vraiment vrai, quoi. Ça y est, Ouais. c'est parti. C'est pareil, nous aussi, on se rappelle de tous nos premiers clients Ouais. à chaque fois. Ouais, ouais. Et donc là, est-ce qu'il y a eu un déclic là-dessus à ce niveau-là? Alors, en fait, en tout cas, Cyril, toi, tu as eu le déclic que ça pouvait marcher. Parce que toi, tu es toujours. En fait, dans notre couple, on fonctionne comme ça. Moi, je suis toujours celle qui a les idées un peu faux folles. Et Cyril, il est en mode oui, mais t'es sûr, machin, là, là. Je dis oui, vas-y, on y va, machin. Et puis après, il est là et puis il dit ah ouais, c'est trop bien. Je dis bah ouais, tu vois, t'imagines tout l'argent qu'on peut se faire. Ah ouais, et bah vas-y. Ça, c'est la CEO et Ouais. le COO. En Ouais, gros, elle a d'accord. les idées, elle lance Ouais. la dynamique et tout ça. Et après, moi, je suis plutôt homme de terrain en disant ouais. attends, Ouais. t'enflamme pas. Déjà, cette idée-là, on va déjà la mettre en place avant de penser à l'idée suivante. Et c'est plus Moi, je pense les toujours mains à dans le l'idée cambouis, d'après, quoi. ouais. Ouais. Et donc vous publiez un podcast par semaine. Ouais, maintenant, on est repassé à un par semaine. En fait, au démarrage, on a fait 2 par semaine. Ouais. Parce que ça a aidé à booster. Et franchement, on était chaud patate. Puis en fait, c'était le 4e enfant qui m'a un petit peu fatiguée. Ouais, bah ouais. Enfin, la grossesse et tout. Et en fait, je me suis dit, vas-y, un épisode par semaine, c'est Bien, pas si mal. c'est très Donc, on bien. est repassé à 1 par semaine. Ok. Combien Donc, d'écoutes mensuelles? 20 000. On est à 20 000 Ok. par mois. C'est bien. Hein. Pas mal, ouais. Ouais. Cette thématique, c'est vraiment très très bien. Hein. Ouais, c'est niché quand même. Ouais, on est niché, nous on Ouais. parle que IMO. Hein. Ouais. Vraiment, c'est notre. Donc ça publie, vous avez lancé votre programme et après, dernièrement, vous avez fait un challenge il n'y a pas longtemps. Ouais, notre premier. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Les résultats? Comment ça s'est passé? Bah, déjà, vous y avez un peu contribué parce qu'on on vous a vu lancer des challenges. J'avais vu d'autres personnes aussi lancer des challenges. Moi, je voulais déjà lancer mon premier, pareil, il y a 1 an. Ouais, pour la petite anecdote, quand même, voilà, c'est pas non plus un chemin linéaire, hein, l'entrepreneuriat. c'est Il y a long, quand hein. même ce côté euphorique où on a eu nos premiers clients. Mais très rapidement, Dorine, elle me dit, mais attends, j'ai pas envie de retomber dans une prison dorée, d'avoir 50 clients à gérer, de me recréer un taf, d'être tous les soirs devant mon écran à coacher. Et du coup, pendant 4 mois, je crois, on a fermé les portes, on a arrêté de vendre. Et Dorine était bloquée, on était bloqués. Hein. Et effectivement, on est tombé sur un mois. Deuxième année, on a fait 60 000 euros. Ouais. Mais moi, je commençais à avoir tu vois, des excuses pour pas vendre tout le temps. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, je savais que si on vendait, on aurait les gens à gérer derrière. En Ouais. fait, tu vois, il y avait une sorte de tu vois, je tournais en rond dans ma roue de pensée en mode mais si on signe, ça va nous faire des clients. Du coup, on aura du travail. Ouais, non, en fait, du coup, faut pas signer. Et en fait, c'était inconscient un peu, mais je freinais toujours des cas de fer en mode non, on fait pas de webby parce que attends, ça va refaire des clients. L'argent, quand même. Parce qu'on a un accompagnement quand même qui est très strict. Hein. On voit les clients toutes les semaines, on est par message tous les jours avec eux. Voilà, l'idée c'est qu'ils passent à l'action. On veut vraiment des taux de réussite importants. Et donc ça demande quand même beaucoup d'énergie et de charge mentale à connaître le profil et le projet de chacun. Et fin 2023, du coup, en fait, on se rend compte, je suis en mode non, mais en fait, 60 000 euros par an, enfin, t'as l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Parce qu'avec les charges, tout ça, les impôts, les trucs, en fait, ça te fait un SMIC chacun. Je fais, en fait, on va pas se prendre le chou pour un SMIC chacun. Je veux dire, Ouais. on est libre financièrement, c'est bon. C'est pas pour faire Donc, en fait, fin d'année, je dis, soit le business, il décolle en 2024, soit c'est terminé, tu vois. Enfin, parce que c'était pas rentable, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas viable. Et en fait, on savait qu'il fallait qu'on augmente nos tarifs, qu'on réussisse à vendre plus en masse, qu'on arrive à mieux s'organiser, à déléguer, à réfléchir à un système aussi de coaching qui soit plus efficient, tu vois, parce qu'on se rend compte en réalité que les coachings individuels ne sont pas forcément les plus percutants, mais c'est des coachings collectifs bien organisés, bien structurés par thématique. En fait, ça avance beaucoup mieux. Donc, on a tout revu. Et en fait, du coup, 2024, on a fait 240 000 euros de chiffre d'affaires. On a eu notre Nice. petit déclic. Ouais. Excellent. Bravo. Juin 2024, je voulais faire mon challenge, mais Cyril, il dit mais non, on fait un webinaire, au moins on connaît, nanana. Je dis oui et tout, c'est rigolo parce que moi je veux toujours le changement. Tu vois, les Ouais. webinaires, c'est bon, j'ai déjà fait 5 webinaires, c'est pas rigolo d'en faire un 6e. Ouais, le modèle marchait, donc il suffisait juste de continuer à appuyer, un peu comme le système de on achète un 4e immeuble, un 5e immeuble. Mais non, ça l'amusait plus. Hein. Ouais. Et puis à ce moment-là, t'es tombé enceinte. Toi, Ouais. t'as mis un coup de. Ouais, moi j'étais en mode je dors toute la Ralenti. journée. Terminé. Attends, vous avez fait que 5 webinaires en tout? Bon, peut-être. En Depuis tout, depuis le début, depuis ouais, 2022. Ouais, Ah ouais, six, non, mais peut-être, hein. je sais, notre coach va nous discuter. Lol. 5, Si, ouais. Attends, mais vous avez fait comment 240 000 euros en 2024? 3 webinaires. 3 webinaires? Ouais. Ah là là.
Non, en fait, on a un modèle Le où business effectivement, à plusieurs millions qui dort. voilà, Ouais, en mais fait, nous, on on a- est tranquille, nous. on avait ce côté effectivement avec les webinaires pour mettre un coup de boost, mais en fait nous on a des appels qui tombaient chaque semaine Par à miracle. travers le podcast en fait. mais Le là, podcast, un petit appel à Je me l'action. souviens en Non, mais en pour 2020. la blague, là, on est en train de paramétrer le calendrier du prochain challenge. Ouais. Je l'ai ouvert 4 heures à tout casser juste pour faire mes petits tests. On a eu 2 appels qui sont tombés Non, mais en fait, sans rien faire. ce que vous ne comprenez pas, ou que les gens qui nous ne comprennent pas, quand vous avez des appels qui tombent tout seuls, c'est que vous ne vendez pas suffisamment. Ah oui, je Nous, sais. on a eu 2 demandes par message de personnes qui disaient ouais, on aimerait bien en savoir plus sur vos programmes et tout. Bah pour nous, c'est le signal de se dire putain, mais comment on fait entre les challenges pour récupérer tous ces gens en fait. Donc si ça tombe tout seul, c'est que là, il y a. Il y a un boulevard. Oui, je me souviens en 2022-2023, j'ai fait quelque chose comme 38 ou 39 webinars. Ah ouais. Et quand je vois vos résultats, je me dis, je vous déteste. Ouais. Mais bon, après, voilà, je me dis. Ouais, en fait, moi, je me dis toujours, je reviens toujours en mode, mais nous, on est sur le long terme. Ouais. Donc, en fait, avec Cyril, des fois, on se prend la tête. Tu vois, on s'engueule, ouais, machin, gna, 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 gna. Puis, en fait, je suis là en mode, mais moi, ça me dégoûte du business. Si on doit se disputer et que ça dégrade ma qualité de vie, bah, en fait, j'ai plus envie de le faire et j'ai plus envie de le faire. Donc, à chaque fois, on revient en mode, ok, mais de toute façon, on a encore des années là pour faire des millions. On va en faire. Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps que les autres. C'est parfaitement, Parce c'est qu'on est un parfaitement ok. petit peu lent. Et en fait, il y a une pas grosse lent, hein. différence aussi, c'est que en fait, nous, on est libre financièrement. Et nous, on voit les entrepreneurs qui ne le sont pas vraiment. Parce qu'ils doivent tout le temps faire du business pour signer. Ouais. Moi, dans ma tête, à chaque instant, je me dis, mais en fait, on peut s'arrêter. Pas On besoin. vit, quoi. Ouais. Nous, on a C'est 7 000 cool. euros par mois sans rien faire, sans Ouais. compter les autres investissements qu'on a fait aussi. Donc, en fait, dans ma tête, c'est pour le kiff. Donc, si je kiffe plus, bah, je fais Ouais. pas. Attention, parce qu'en arrivant à Maurice, 7 000 euros, ça va vite partir. Hein. Ouais, on doit un peu augmenter. Mais voilà, mais en tout cas, on a pris un rythme. Voilà. Ça part vite. Pas fort, Mais en même fait, en il y aura France, pas hein, beaucoup 7 de- 000 euros par mois, ça part vite. Ouais. Ça part très vite. Le week-end à l'hôtel ici, ça coûte cher. Alors, sur votre communauté, vos clients, quel a été le retour qui vous a le plus touché ou qui est vraiment un symbole pour vous de fierté vous dites, tiens, on a ce client-là, il a fait ça, ça a changé tout pour lui. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Moi, c'est Caroline. Hein. Il y a Abigail aussi. Caroline et Abigail, Abigail qui était Au Daron du Biz. Business Ouais. Live. Yes. Yes, ouais. On peut parler par exemple de Caroline. Caroline, elle nous a rejoint en début 2024. Du coup, Dorine a fait l'appel avec elle et c'était en mode plus vite je m'arrête de travailler, plus je serai contente. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif-là? Et typiquement, attends, pour la petite histoire, parce que je recoupe, c'est moi qui l'ai eu en appel de closing. Et c'est la femme, pareil, toujours en appel, c'est toujours le problème, tu vois. Elle demande à son mec, mais elle lui a pas demandé son avis, en fait. Ouais. Elle était en mode, mais moi j'y vais, quoi. Ouais. Elle était assumée dans ses objectifs et go, go, go. Donc vas-y, continue, pardon. Et l'objectif, ok, nous, on commence toujours par un coaching plan d'action individuel au démarrage, où on redescend tout le profil de la personne, on regarde ce qu'on peut optimiser, et surtout, moi, je mets ma casquette de banquier et je suis capable de dire, tu peux emprunter entre 300 et 340 000 euros. Et comme ça, on construit ce projet-là, on s'assied à côté d'elle pour savoir où investir, quel type de projet, si on va chercher un immeuble, quel type d'exploitation tu veux faire à l'intérieur. Et du coup, on regarde aussi, une fois que tu as acheté cet immeuble-là, qu'est-ce qu'on va chercher comme deuxième immeuble, et ainsi de suite. C'est pas juste un coup one-shot. Donc on allait chercher ce premier immeuble, elle n'avait pas un gros budget, hein. Elle a acheté un petit immeuble avec un local plus un appartement en haut, mode bulldozer parce elle était très agressive pour aller chercher ce fameux cash flow. Du coup, elle a créé une laverie au rez-de-chaussée et elle a créé un Airbnb au-dessus. La laverie aujourd'hui, ça lui génère 1 000 euros de cash flow et le Airbnb pas loin de 1 000 euros aussi. 3 mois plus tard, elle me demande un coaching individuel. On fait un petit point, ou peut-être 5 mois plus tard, en gros, son truc tourne, elle me fait un coaching individuel. Elle me dit, Dorine, et en fait, je me rappelle encore de ce call, elle me dit, Dorine, j'en peux plus, faut que je quitte mon travail. Et elle avait un regard en mode, c'était mort, je le savais, elle allait y arriver. Et elle dit, je vends ma maison, on repart. Et en fait, du coup, elle était tellement déterminée, elle avait une super maison, hein, une belle maison, tu sais, les cadres, ils ont des jolies maisons, Ouais. toutes bien, mais en fait, qui bousillent leur capacité d'endettement. Elle a dit, en fait, j'ai compris, je vends ma maison. Elle a vendu sa maison, elle a racheté 2 immeubles en plus. En 12 mois, elle a acheté 3 immeubles. Et elle envoie le petit message sur le Discord, c'est notre messagerie partagée avec les clients. Bah ça y est, mon mari, c'est le premier à quitter son taf, quoi. Ah ouais, excellent. Et elle va suivre, c'est en négociation, quoi. Trop bien. Ouais, elle attend que les travaux de ces immeubles se terminent pour y voir plus clair, pour pouvoir Ouais. s'arrêter après, quoi. C'est même nous qui la freinons. On lui dit non, quitte pas tout de suite. Attends la fin des travaux. Parce qu'en fait, le problème des travaux, c'est que tu sais jamais sur combien tu vas tomber. Tu peux vite avoir 20 000 de plus. Ouais. Donc, vaut mieux. Nous, on est toujours en mode prudent, les investisseurs sereins. Donc, Ouais, bien sûr. fais gaffe. Continue, t'es pas à 3 mois près. Tu sais que tu vas quitter ton travail. Ouais.
Ouais, c'est puissant. Vous êtes fier de ça, j'imagine que c'est fait partie de votre why important pour le continuer à avoir des changements de vie. Ouais. Ouais. Donc c'est utile. Petite dédicace à tous les rageux sur Internet qui disent que les formations et les accompagnements ne servent à rien, que c'est des scams. Voilà, si ça c'est un scam, alors vive les scams. Je me rappelle que sur LinkedIn hier, je voyais encore un gars qui nous tacle souvent, parce que c'est des entrepreneurs qui ont des grosses boîtes physiques, qui ont des putains de vie de merde, qui ont des salariés, et nous, les entrepreneurs du web, on n'est pas des vrais entrepreneurs, parce que tout le monde n'a pas de résultats. Mais nous, enfin, vous le voyez aussi dans vos formations, chez nous, ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui appliquent et qui s'arrachent. Ceux qui n'ont pas de résultats, c'est ceux qui ne font rien. Et tu peux prendre un accompagnement à 10, 20 000 euros. Si tu n'appliques pas, tu n'auras pas de résultat. Ouais. Point fin de l'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y aura certainement une étude de cas avec Cyril et Dorine, puisqu'on va on est en train de les accompagner pour leur prochain challenge. On vous fait sortir un peu de votre zone de confort, mais je pense que ça va être super. Et on se donnera rendez-vous pour la suite. Pour les millions. Pour les millions. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Avec plaisir. Vous êtes à l'île Maurice aujourd'hui. Ouais. Vous êtes dans mon salon. Qu'est-ce que vous faites là? La suite logique. La suite logique. En fait, c'est vrai que moi j'ai une théorie, c'est que quand tu rentres dans ce schéma de s'améliorer, de se remettre tout le temps en question, il y a des choses qui sont inéluctables. Entreprendre, pour moi, est inéluctable. À partir du moment où tu veux te développer personnellement, que tu veux aller de l'avant, vivre l'aventure, tu es obligé d'entreprendre en fait. C'est inéluctable. Et parmi les autres choses inéluctables, c'est que tu vas commencer à gagner de l'argent. Du coup, c'est inéluctable, tu vas devoir investir ton argent. Et c'est inéluctable parce que tu vas être suffisamment riche pour te poser la question, mais en fait, je suis libre, je peux vivre où je veux. Pourquoi j'habite ici au fait? En fait, on s'est posé la question. Malheureusement, nous, on n'a plus de famille, plus de beaucoup de familles, on va dire grosso modo, sur place auxquelles on est attaché. Je dis, en fait, on peut vivre où on veut. Et Cyril, il me dit, oui, mais t'es sûr, machin et tout. J'ai dit, écoute, Cyril, comme d'habitude, c'est moi qui impulse. Je lui dis, de toute façon, je m'en fous. Je sais qu'on va partir. Tu peux faire du cinéma si tu veux pendant 1 an parce que tu veux pas y aller, tu vois, mais on ira. Donc, t'as pas le choix. Et en vrai... Bien évidemment, elle me l'annonce au moment où on est en train de faire les travaux de notre résidence principale. Ah bah oui. Parce que pour la petite histoire, on a acheté une résidence principale. Nous, on pensait qu'on pourrait plus acheter parce qu'on était endettés. On a 1 million, 1,3 million de dettes, 1,4 million de dettes. Plus que ça, ouais. Je sais plus combien. Enfin, mais avant l'ARP. Avant l'ARP, on avait quoi, 1,5 million de dettes, plus pas de travail, plus notre boîte avec 60 000 euros par an. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, c'est capé, quoi. Ouais, on dit c'est mort. Et en fait, on a eu une opportunité pour acheter un appartement qui était en dessous du prix du marché. Et là, on s'est dit, écoute, on se positionne, on verra bien. On peut pas dire à tout le monde, allez-y, foncez. Et puis nous, on est là, oh non, du coup, on se positionne pas parce que voilà. Donc on s'est dit, bah vas-y, on bluffe. Petit mail pour l'achat. Pas de souci, pour le financement, il n'y a pas de problème, monsieur, vous inquiétez pas. Manque de peau, offre acceptée. Je dis à Cyril, bah écoute, il va falloir que tu ailles trouver un prêt. Cyril, bah tu sors le grand jeu, t'es trop fort pour ça. Je sais jamais comment t'arrives à faire tout ça, mais c'est le maître en la matière. Il me sort le prêt, on achète la maison. Super condition. Super condition. En plus, on était en quelle année? Juin 2022 quand on a signé. Juin 2022, en fait. On négocie le prêt en juin 2022, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait une histoire de la guerre en Ukraine, les taux ont augmenté depuis le mois de avril-mai, là. Okay. Donc là, ça commençait un petit peu à augmenter. Là, je voyais le truc, que ça allait partir au ciel au niveau des taux. Hein. Et en fait, il faut pas exagérer, mais en tout cas, ça a augmenté, ouais. Ouais, bah tu passes de 1,2 à 4%. Quoi. 4, ouais, et du coup, je vois le truc, mais le problème, c'est que le vendeur n'est pas encore propriétaire de l'appartement. Et donc, du coup, on pouvait pas. De succession, etc. À cause de la succession, et du coup, on pouvait pas signer de compromis. Il fallait attendre encore peut-être 6 mois pour qu'on puisse signer le compromis. Du coup, non, je vais voir le notaire. Tu me fais un beau papier avec ton en-tête, avec les bonnes informations dessus. Comme ça, moi, je vais négocier le prêt à la banque. Sans compromis. Sans compromis. Donc, juste avec ce papier-là, la banque m'a édité une offre de prêt. J'ai bloqué le taux en juillet 2022 à 1,75, je crois, un truc comme ça. Et on a signé chez le notaire sans compromis, directement l'acte de vente, parce que j'avais déjà notre prêt, en février ou février 2023. Ouais. Et la notaire, quand elle relit l'acte de vente, elle dit oui, donc du coup, ils ont acheté à travers un prêt à 1. Elle a bloqué, quoi, tu vois. Et voilà, moi, je m'étais bien assuré dans les petites lignes de l'offre de prêt qu'on avait au moins 12 mois pour débloquer l'argent de cette offre de prêt. C'était un devis assuré qu'il devait vous faire cette offre, quoi qu'il arrive. Ah non, l'offre de prêt a été éditée, on l'a signée au mois de juillet. Après, on pouvait la débloquer à tout moment. L'argent après. En fait, c'était vraiment signé, c'était backé, on était sûr. Ah oui, vous aviez signé l'offre de prêt a été éditée fin juillet. Si vous n'aviez pas pu acheter, comment vous auriez fait? Ça annulait?
On avait 12 mois pour signer l'acte de vente. Oui, ça annule si jamais tu peux pas. Pour Ok, X ah oui, ça raison, la annule, vente ouais. elle tombe. Ouais, ça D'accord, annule. ok. Des conditions suspensives. Ouais. Ok. Là, c'est vraiment chirurgical. Là, c'était Ouais, bien c'est, rondement mené. Là. Ouais, Donc ouais. mars 2023, on signe, et puis juin 2023, Dorine, elle a de nouveau des idées. Dorine, c'est moi. Hein. Du coup, j'ai dit, bah écoute, je crois qu'on va s'expatrier. Parce que là, c'était déjà convenu que c'était une RP. Ouais, Oui. c'était notre Ouais, réponse en fait, c'est principale. l'opportunité du marché qui a fait que c'était bien. Puis nous, voilà, toujours ce côté, plus on lève de dettes, mieux on se porte. Moi, c'était le côté challenging de me dire comment, alors que le taux d'endettement, il était juste explosé à ce moment-là. 60%. On est à 60% de taux En fait, c'est d'endettement. rigolo parce qu'en fait, quand tu fais ces rendez-vous-là, j'étais tombé sur une directrice d'agence et en fait, c'était la discussion, c'était mais attends, parce que du coup, tu es obligé de lui partager ton patrimoine. Et elle me dit, mais comment vous faites là pour, expliquez-moi, tu vois. Puis entre chaque explication, je disais, bon, vous faites pour mon prêt là, oui, ne vous inquiétez pas, mais au fait, comment vous faites là, pour, et à la fin, oui, bon, j'imagine que vous voulez tout financer, oui, tout financer. Puis les travaux, vous voulez combien? Ah oui, ok, ça marche. Puis les frais de notaire, oui, ok. Excellent. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Non, mais incroyable. accessoirement, c'est une belle jeune femme. Et en fait, avec Cyril, on fait toujours ça. En général, quand il y a une négociation, en fonction de si c'est un homme ou une femme, c'est qui va, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous faites ça, mais nous, on fait toujours c'est qui va. En fait, en fonction du profil, Ah oui, d'accord. typiquement, quand il y avait des négociations avec les ouvriers, c'est moi qui allais, tu vois. D'accord. En fait, faut toujours savoir qui est le meilleur atout par rapport à quelle Oui, c'est situation. vrai. Oui, bien vu. Troisième tip sur la négociation. Donc, la belle jeune femme, Cyril, je dis écoute, vas-y, sors le grand C'est jeu, pas il n'y a pas de souci, t'as l'aval de ta femme. Et puis, et pareil pour les ouvriers, tu vois, quand on voulait faire des petites ristournes, voilà, pas officielles, en mode tu peux nous aider à faire les rideaux, les machins, parce que voilà. En fait, Cyril n'était pas toujours à l'aise, tu vois. Et puis moi, je disais, oui, du coup, les rideaux, monsieur, machin, nana. Ah oui, pas de souci, ouais, ça vous dérange pas pour prendre 50 €. Je fais, ok, ça marche et tout. Puis du coup, moi, je vais sur le chantier pour faire ce genre de négo, quoi. Chacun son C'est beau. taf. C'est bien. Excellent. Très, C'est très vrai que je me rends bien. compte, nous, on le fait, mais sans s'en rendre compte. Ouais. En fait, on envoie toujours le meilleur dans la situation. Ouais. En fonction du profil en Ouais, face. ça, ouais, c'est toujours. vrai. Ouais. Là-dessus, Maurice, pourquoi? Et pas je sais pas, Panama ou le Canada ou Paraguay. C'est vrai en fait, il y a eu quand même un déclic. Tu nous as pas posé la question sur le déclic de l'expatriation, Oui. là, plus exactement, mais mon frère a toujours, en tout cas, il a toujours été expatrié. Aujourd'hui, il est à Hong Kong. On lui a rendu visite l'année dernière pendant les vacances de février. Et on s'est pris, en tout cas, je me suis pris une réelle claque de me rendre compte, en fait, quand tu vis au quotidien en France, tu te rends pas compte de comment ça évolue les choses. Parce que nous, depuis qu'on investit en immobilier, donc depuis 2016, on n'a plus de télé, on regarde plus les journaux télévisés et tout ça. On suit pas trop l'actualité. Un petit peu quand même, mais ouais, de loin. Et qu'en fait, tu arrives à Hong Kong, tu sais, les gens, ça file droit. Tu laisses ton téléphone portable là, tu pars chercher une glace là-bas. Attends, Francis, faut que je récupère mon téléphone, mon sac à dos. Non, mais Ouais. attends, tu vas revenir dans 1 heure, ton téléphone il est toujours là, hein, t'inquiète pas. Et les rues sont propres. Et accessoirement, on était sur une île. Il n'y avait pas de voiture. C'est Discovery Bay, pour ceux qui connaissent Hong Kong. Et c'était un paradis sur Terre, quoi. Et là, j'ai fait waouh. Différent de la France, quoi. Ah ouais. Et en fait, en l'occurrence, le frère de Cyril, lui, il est dans l'aviation civile. Enfin, il travaille dans trafic les aérien, dans le trafic trafic aérien, aérien. pardon. Voilà. Bon, il travaille dans les aéroports, donc lui, son métier, c'est tout le temps de bouger là où les aéroports se construisent. Donc lui, il a vécu à Panama, il a vécu en Arabie Saoudite. Et là, aujourd'hui, il est à Hong Kong. Et normalement, l'année prochaine, il part à Singapour. Voilà, c'est son métier. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a rendu visite, on s'est dit, ouais, c'est quand même cool la vie d'expat et tout. Voilà, ça a émergé. Et c'est vrai que Hong Kong, on est rentré, c'était acté. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Ok, déclic. Ouais, C'est la suite logique. Et C'est du la coup- suite logique. Mais C'est inéluctable. Et pourquoi pas Hong Kong du coup Et la contrainte, c'est que quand on est entrepreneur en ligne, les webinaires, les challenge. coachings À Hong et Kong, tout en fait, ça, c'est mort, c'est hein. 3 heures du L'Asie. matin en fait. C'est Ouais. mort l'Asie, hein, c'est mort. Ouais. C'est mort. Et encore, je trouve que Maurice, tu vois, c'est plus 2 heures, voire plus 3 heures. C'est pas l'idéal. En vrai, l'idéal, ça aurait été L'autre côté côte de l'Atlantique. Atlantique, enfin, l'autre côté. Bah oui. Oui, bah nous, quand on est de Costa Rica, c'est là on a vraiment enchaîné tous les webinaires. C'était webinaire à 14h ou 15h. Franchement, c'est parfait toutes les semaines. Mais c'est vrai Ah qu'à ouais. Maurice, c'est un peu plus challengeant. Oui. Parce que Maurice, le soleil se couche tôt. Et faire des webinaires à 21h en France, ça Bah fait 11h ou minuit ici, alors que tu es fatigué depuis 20h. Ouais. Non, mais bon, on trouve des solutions. hein. Ouais, ça se fait. Et en vrai, on n'a pas eu de coup de cœur. En fait, nous, on a vraiment été pragmatiques. On a suivi votre formation Smart Expat. On a regardé les différents pays possibles. On a visité le Portugal aussi. On a visité le Portugal. On n'a pas eu le coup de foudre. En tout cas,
touristiquement et culinairement parlant, oui. mais pour On y aime bien habiter, manger, hein. non. Tu vois. Nous, moi, j'aime bien manger, c'est un critère important. Mais, donc voilà, donc on pragmatique et on s'est dit on arrête de choisir, de chercher l'endroit parfait. Il n'y a pas d'endroit parfait. Hein. Oui, il n'y a Bien pas se de dire, parfait, c'est sûr. ouais. Parce que là, vous êtes à la fin de votre voyage de repérage, vous êtes resté plus d'1 mois ici. Et est-ce que vous avez, je dirais, les 3 gros avantages ou 5 gros avantages et les inconvénients à partager de ce que maintenant vous avez un petit peu compris, en tout cas de ce voyage de repérage, bien sûr. Les avantages et les inconvénients. Bah, le premier avantage, c'est que les gens sont cool, gentils. Ils sont pas aigris. Je veux dire, ils sont dans l'entraide, ils aident. Et Tellement agréable. il y a le côté aussi simple, facile. Je veux dire, en France, je sais pas, quand tu demandes un truc, il faut signer trois papiers, envoyer des documents d'assurance, des choses comme ça, parce qu'on a, voilà, on a mis nos enfants dans un club de sport pendant la semaine pour qu'on puisse aussi, nous, un peu travailler. Bah, je sais pas, c'était simple, quoi. Tu sais, en mode, je vous dois... Non, mais on verra ça à la fin de la semaine pour... non, mais Ouais. vous êtes sûr je sais pas, tout est beaucoup plus simple. Moi, j'aime la nourriture, c'est validé. Ouais, vous avez testé tous les Ouais, restaurants pour moi, du c'est Nord, hyper là. important quand Ouais. même. C'est pas bon, c'est sûr que c'est pas la France. Non, bah après, Mais la il faut France, quand c'est même que ce soit indestable. correct, tu vois. Ouais, c'est Et, incomparable. Là. La France, Ouais. c'est quand même très difficile de faire la compétition. Ouais. Vous avez bien aimé... c'est quel restaurant que vous avez préféré? La Mandrinette Euh, Ou peut-être autre chose? bah, Tambourine là, moi, j'aime bien la cuisine indienne, mais là, je pense que je vais saturer parce Ah que bah, tous on les en jours, a c'est compliqué. beaucoup mangé. Et où ça? Là, bah, du coup, franchement, on a testé tous les restaurants indiens, je pense, qui existent. On était encore au mall hier pour le buffet. Ouais, il y avait Ah alors nous, on aime bien le grand buffet, buffet. le Ah, buffet ouais, à ouais, volonté, ouais, là. ouais. En Tambourine. face de la tambourine. Ouais, je ok. le connais Et pas. le celui-là, buffet c'est à bien. volonté, Ouais, c'était très c'est bien, le rendez-vous ouais. de tous les Indiens le vendredi soir et le samedi Ouais. soir. Ouais. faut réserver, Franchement, c'est ouais. cool. Ouais, Parce ok. que moi, j'aime bien manger à volonté, c'est sympa. Franchement. Et le midi, c'est le capitaine, on aime bien. Ah, Je sais le pas si vous connaissez à capitaine. Ah, Grand'Bay. j'adore le Ouais. capitaine. Ok, C'est quoi ça? C'est vu sur la mer et en fait, ils ont un dessert de malade. Ah, excellent. Je suis le mec sur Insta et ok, je vois qui c'est. Ouais. Franchement, le capitaine, moi, j'aime bien. Ah ouais, on a jamais fait. Franchement, il faut. C'est entre Pointe-aux-Canonniers et Grand-Bay, dans le virage là. Ah oui, d'accord, Ouais. je vois. On Ouais, n'a pas tu- très loin de Warren. Faut je pas vois, se mettre ouais. près du virage, faut se mettre un peu plus Ouais. du mer, quoi. Ouais. Ok. Ouais, Ouais, ouais. vous trop avez bien. fait Parc 25 de Warren, qu'on salue. Non, on fait nos petits Ouais, voilà. Vous avez fait vos devoirs. Après, on n'a pas fait une seule fois la cuisine de toutes les vacances. Hein. Ah oui, Ouais. resto Ah, tous donc les là, jours. vous avez un pour gros enfants, budget, est-ce que Ouais. Ah ouais, Ouais. non, mais parce qu'en fait, nous, je sais pas, je donne toujours mon excuse d'avoir 4 enfants pour pas faire à manger. Mais du coup- Après, vous êtes un peu en mode vacances. ouais, nous, les vacances, Ouais, c'est tout le temps. hein. Bon, vous taffez quand même. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Non, Mais à la quand maison- tu sors de en même temps, c'est vrai qu'on mange quand même assez. À Maurice, on a quand même un gros budget resto. Hein. Ah oui, oui. Ouais, il faut. Ouais. Puis nous, en fait, en vrai, à la maison, on a quelqu'un qui nous aide quand on est en France, Ouais. qui nous épluche les légumes, qui prépare tout. Ouais. Donc, en fait, là, déjà, de me retrouver à faire les lessives, le ménage, et là, je suis déjà au bout de ma vie, tu vois. Ah ouais, Alors ouais. que nous, on n'a pas l'habitude, mais nous, on a nos petits goûts de service, tu vois, Ouais. qui Ouais, font ici, que c'est c'est bien, hein. difficile. Ouais, si, ça va aller. Hein. D'autres avantages à partager? Le cadre, c'est magnifique. Et puis, accessoirement, le petit détail, la fiscalité, elle n'est pas Oui. dégueu. Parce que, Douce. honnêtement, il faut quand même regarder le niveau de vie global. Il y a des pays qui ont l'air super sur le papier. J'ai pas envie de faire du bashing sur d'autres pays, mais voilà, il y a des pays qui sont très bien. Le cadre est super, mais la fiscalité, elle est dure. Donc, en fait, on sait que notre niveau de vie va pas être à la hauteur de ce que nous, on veut. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'à Maurice, on a trouvé le bon compromis entre Oui. niveau de vie, le cadre Ouais. et fiscalité qui fait que dans l'ensemble, on va y gagner à venir ici. Alors qu'il y a des pays, peut-être le cadre est mieux, mais on y perdrait en Bien sûr, ouais. niveau de vie. Tu vois, genre la Suisse, le Canada, c'est des pays qu'on aimait bien. Mais je pense qu'il faut être encore le cap au-dessus pour, entre guillemets, en avoir rien à faire. Voilà, on n'est pas encore à ce stade-là. Oui, pour avoir une liberté en Suisse comme Ah, tu as à oui. Maurice, je pense que tu rajoutes peut-être un zéro Ouais, ouais. à la fin. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que vous avez des choses ou des points qui pourraient être éliminatoires pour certaines personnes, les aspects un peu plus différents, négatifs entre guillemets? Bah, je sais pas. Moi, finalement, les chiens errants, moi, j'avais peur, mais en fait, c'est cool. Ok. La route, bah, toi, Cyril, t'as commencé à faire un petit. Il a doublé à la mauricienne tout à l'heure. J'ai fait oulala, mais tu commences à conduire comme les monsieur, Mauriciens. t'as habitué. Je m'adapte au bout La d'un mois. conduite locale. J'ai fait oulala. Mais bon, non, franchement, on s'y est habitué. Non, mais en fait, nous, on est Moi, je assez les trouve cool. gentils, les Mauriciens franchement, en ça voiture, va, ils nous font des franchement. appels de phare, ils nous laissent passer. Je veux dire, en France, t'es en mode, tu peux pas, quoi. Personne te laisse passer dans les non. ronds-points, les machins, non. Donc c'est une affaire qui roule. Quand est-ce que Ouais. vous allez venir ici? Été 2026. Très bien. Donc là, Ouais. vous avez avocat fiscaliste, comptable, la totale. Ouais, on prépare bien Vous les êtes passé choses. par nos contacts. On rachète 2-3 immeubles cette année encore avant de Voilà, et partir. justement, Exact. j'allais Ouais. en venir là. Est-ce que vous allez faire un peu de shopping en France avant de vous installer ici? On a un immeuble qui est négocié et
en préparation qu'on va acheter un bel immeuble. Ouais, création de 11 lots. C'est pas énorme. 11 ou 12 Pour nous, apparts c'est plus un local. projet, Quoi. on est dans une zone de confort. Genre là où vous êtes, hein, à Metz. Dans le même secteur. Pas à Metz, mais un peu plus. La ville au-dessus de Je Thionville. comprends pas, moi je pensais que c'était fini l'immobilier. Si, il y a tellement. Bon. Et en plus de ça, je pense même qu'actuellement, c'est un truc de malade. Hein. Il y a des affaires. Ah ouais. Parce qu'il y a moins de concurrence. En fait, il y a eu les années où les taux ont augmenté. Là, les vendeurs, ils étaient en mode non, je baisserai pas mon prix. Ouais. Tu sais, genre, ils restaient accrochés, tu vois. Mais en fait, au bout de 1, 2 ans, 3 ans, en fait, les gens, ils en peuvent plus. À un moment donné, ils acceptent les baisses de prix. Ouais. Donc là, ça y est, les baisses de prix, elles sont actées. Accessoirement, les taux, ils baissent. Et les banques, franchement, elles prêtent. Honnêtement, moi, j'hallucine. On a des prêts, là, les records sont battus. 999 999 € par Rachida, si tu nous écoutes, qui a levé Dans donc le club, ouais. 1 million moins 1 euro. Pourquoi moins 1 euro? Je sais pas. Je sais pas, il y avait peut-être une barrière psychologique de la banque. sais pas, est-ce que c'est un truc de ça rentre délégation peut-être dans un C'est ça. autre. Pour pas que ça fasse Ouais, c'est ça, je pense. dans les Excellent. logiciels, Ok, je sais pas. Ouais. Bon, on a Pierre, j'ai fait une story Instagram hier. Il achète un immeuble à 70 000, donc pas grand chose. Il fait 380 000 € de travaux. Donc c'est quand même risqué pour la banque de se dire je vais prêter 450 000 alors que Ouais. foncièrement le Oui. bâtiment il vaut même pas 100 000 quoi. Ouais. Et en fait à travers une SCI à l'IS on l'a accompagné. Let's Ça se go. passe bien C'est quoi. parti. Let's go. Est-ce que quoi. les banques Ouais. justement ont besoin de réemprunter en IMO pour atteindre des objectifs qu'ils n'ont faire plus du quoi. bise. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'ils Ouais, ont, ouais. ils ont moins moi fait. j'ai une réponse toute faite là-dessus. En Ouais. fait, les banques n'ont pas changé. C'est juste en fait la Ok. perception des médias, les gens qui partagent des choses. Mais je veux dire, les vrais investisseurs, les gens qui savent faire des opérations, bah, ils ont toujours continué à le faire. Ouais. Ok, les taux ont peut-être un petit peu augmenté, mais on se rattrape sur les négociations. Quoi, Parce tout que pour le simplement. moment, on entendait dire, l'immobilier, ça, je n'y connais rien, mais qu'il fallait avoir beaucoup d'apports. Non, il y a des trucs de ouf. En fait, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que les gens confondent avoir de l'argent de côté et mettre de l'apport. C'est deux choses différentes. Il faut absolument avoir de l'argent de côté. C'est-à-dire que nous, on ne revendra pas, faites de l'immobilier avec 5 000 € de côté. C'est mort, les gars. C'est Ouais. mort. Il faut de l'argent de côté parce que dès que tu as un appel d'un maître d'œuvre, d'un locataire, machin, enfin, tu peux pas vivre, en fait. Tu es toujours en stress. Et de toute façon, je considère que si tu n'as pas au moins 20 000 € de côté dans ta vie, c'est que tu as un autre problème à gérer. C'est-à-dire commencer à apprendre à gérer ton argent et mettre de l'argent de côté. Donc déjà, ça, pour moi, c'est mort. Par contre, il y a l'autre chose, c'est mettre de l'apport. Le but, c'est de pas en mettre, mais on aime bien quand même, quand ils rentrent dans notre accompagnement, que mentalement, ils soient prêts à potentiellement devoir en mettre. Tu vois, c'est le plan B, c'est en mai. Et le plan A, on va tout faire pour en mettre le moins possible. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, ça va dépendre du projet. Toi, l'exemple des 70 000, 380 000, bah, pour le banquier, c'est risqué. Donc là, Pierre, il sort 30 000 € d'apport. Ouais. Mais c'est rien. 30 30 000 000 € sur 30 000 €, 450. ça fait même pas un dixième du tarif. Ouais. Quand je vois les apports que je sors ici, Pareil. au fort ailleurs, voilà Ouais. quoi. Si vous faites de l'investissement avant de partir, c'est que quand vous allez être expatrié, vous vous projetez sur le fait de continuer à investir dans l'immobilier ou ça va mettre un coup de frein à vos investissements en France? Un coup d'accélérateur. Ok. Ouais, mais moi, je suis la faux folle du groupe. Mais tu vas accélérer avant de partir, mais quand tu seras là, vous pensez que Ah vous oui, pourrez- mais en fait, moi, dans ma tête, là, là, le but, c'est qu'on était des investisseurs normaux. Moi, j'ai envie de faire décoller. Enfin, pour moi, c'était normaux. Moi, j'ai envie de faire décoller la fusée. J'ai envie de passer du cran dans le cran des dizaines de millions, centaines de millions. Donc, si on veut faire ça, il faut qu'on continue à investir. Je sais, vous allez me prendre pour une folle, vous n'allez pas me croire, mais on a l'habitude parce qu'à chaque fois, on annonce un truc et on va le faire quand même. Et donc, en gros, là, on va faire 2-3 investissements assez canons qui vont lancer en fait une sorte de machine de crédibilité envers de la banque. On va s'associer avec des personnes sur place. On est Oui. tout en train de restructurer les choses. Et là, en fait, cette année, moi, je la vois comme l'année de préparation à notre départ pour pouvoir continuer derrière. Donc, on va acheter au moins 3 immeubles. Objectif 3 millions au total. Donc, le premier immeuble, 1 million, là, c'est en cours. Encore 2 immeubles à 1 million. J'annonce mes chiffres directs, moi. Et le but, en fait, c'est que peut-être que ça nous fera une pause de 1 an, mais après, on veut lancer la machine pour continuer. En fait, on veut rentrer dans un cercle vertueux où on est vraiment une société d'investissement basée en France. Nous, on va continuer à avoir une entreprise en France qui investira en immobilier en France et on fera les allers-retours nécessaires pour ça. En fait, vous allez amener de l'apport Ouais. dans différents projets dans cette structure-là. Nous, on budgétise 20% d'apport pour la suite de nos investissements. Moi, j'ai envie de continuer parce que moi, ça me sécurise. Et en fait, on se dit des fois, tu sais, quand tu es bon dans un domaine, en fait, c'est bête de ne pas l'exploiter, quoi. Donc, objectif patrimoine 100 M dans combien de temps? En fait, j'ai interviewé un mec sur le podcast qui a fait 100 M au Canada. Denis, si tu nous En écoutes. fait, c'est à cause de lui maintenant que j'ai changé de mindset. C'est le déclic des 100 millions. Le mec, il a commencé après nous. Il est à 100 millions de patrimoine. Bon, en vrai, il est dilué parce qu'il a que 25%. Mais il a quand même 25 millions.
Donc 25% de 100 millions, c'est une pas mal. coquette somme. Voilà. Du coup, je me suis dit, nous, on est en vrai, on est à 4 millions. Mais moi, je me dis, non, c'est pas assez, quoi. On peut faire beaucoup plus. Notre mindset, il était bloqué. Et en fait, il nous a expliqué ses techniques sur l'épisode de podcast. C'est Denis Gallico, si jamais vous voulez l'écouter, l'épisode. Mais en gros, il nous a expliqué ses techniques pour faire un méga patrimoine immobilier. Et là, on est en train de tout mettre en application. En gros, c'était une masterclass, ce podcast-là. Et j'ai dit, bah, attends, mais je fais pareil. Tac, tac. On va faire pareil. Donc là, on va s'associer avec des maîtres d'œuvre sur place. En fait, tout est prévu pour qu'on lance une machine. Donc là, vous allez passer à un autre niveau. On le dit souvent, mais c'est le truc, tu ressembles aux 5 personnes que tu côtoies le plus, mais c'est évidemment une réalité. Parce qu'il y a des choses, je vois bien qu'on était en France, quand tu côtoies pas des gens qui font des grandes choses ou qui gagnent beaucoup d'argent, bah, mentalement, tu es capé. Alors que quand tu vas dans des endroits à Maurice et que la plupart des gens que tu côtoies sont millionnaires, bah, évidemment, en fait, tu continues, quand tu dis, bah, s'ils le font, je vais le faire. Et puis en fait, chacun suit une simple méthode. Et c'est extrêmement important de bien s'entourer. Et c'est pour ça que parfois en France, quand tu vis en province, bah, tu n'as pas forcément un entourage qui te permet d'atteindre ne serait-ce que même le million. Le 10, j'en parle même pas, bah, le 100, c'est clair, ça fait même pas partie du programme. Ah bah non. Bah, tu dis à quelqu'un qui est en France, qui a déjà un patrimoine de 100 millions, bah, déjà, il va lui falloir du temps. Et il faut qu'il s'entoure de personnes qui l'ont. Et c'est beaucoup plus rare. Exactement. Si vous deviez donner un seul conseil que les gens devaient retenir pour investir dans l'immobilier en France, quel serait ce seul et unique conseil à retenir pour s'enrichir avec l'immobilier, devenir indépendant et libre? Écoutez le podcast Les investisseurs sauront. À part cet excellent conseil. Moi, je dis toujours que le premier investissement, il est important parce que c'est celui qui va conditionner la suite. Donc, si tu fais n'importe quoi sur ton premier investissement, tu vas être dégoûté et tu n'auras plus envie d'y retourner. Les locataires, c'est les mauvaises personnes et puis les banquiers, ils prêtent pas et puis en fait, c'est pas rentable et ainsi de suite. Et du coup, tu te fermes la porte pour après. Donc, je trouve que c'est important de bien réaliser son premier investissement pour lancer la machine, pour lancer sa stratégie derrière. Et en règle générale, quand le premier se passe bien, bah, en fait, c'est le début d'une lignée. Souvent, les personnes aussi qui veulent se lancer voient beaucoup trop petit. Donc là, tu prends un exemple des gens qui ont 100 000 euros de côté, qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Et ils vont me dire, j'achète un studio à Marseille. Mais non, en fait, va chercher un immeuble direct. Nous, notre expertise, c'est vraiment les immeubles. Je veux dire, t'es seul à bord, il n'y a pas de copropriété, tu fais ce que tu veux comme terme de travaux. Est-ce que tu penses justement des gens qui se disent, bah, attends, je vais m'acheter un petit appart de 30 mètres carrés et pour me faire la main, pour comprendre comment ça fonctionne? Erreur. Parce qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte que quand tu es investisseur, tu as une jauge d'énergie. Et chaque fois que tu fais un investissement, tu puises dans ton énergie. Si tu fais un petit investissement dans un appartement, tu risques d'avoir des problèmes avec la copro, tu risques d'être dégoûté parce que ça va être foireux et même pas vraiment rentable. Bah, en fait, tout ce que ça va faire, c'est « Ah bah oui, tu vois, je t'avais bien dit, il fallait pas en faire. » Donc, en fait, c'est un enfer. Il faut absolument... ça me fait penser à une cliente, là, enfin une cliente, elle n'est pas encore cliente, mais elle nous envoie un email, elle a 300 000 euros de côté, c'est quand même pas rien, gros salaire, gros revenu. Et elle dit, oui, bon, du coup, on pensait peut-être se faire accompagner, mais parce qu'en fait, on avait trouvé un appart à 400 000 euros avec 2 000 euros de loyer, on se disait, c'était peut-être pas terrible. Je fais, bah, heureusement que tu l'as pas acheté et que tu nous contactes. C'est clair. Entre deux challenges, bien sûr, elle nous contacte et nous, on lui dit non, t'attends le challenge pour rentrer dans notre club, mais bon, ça, c'est un autre Je sujet. veux acheter, s'il vous plaît. Non. Et en gros, en fait, typiquement, elle est dans le club, c'est interdit de faire un projet à moins de 600 000 euros. Mais même pas en rêve, elle fait moins de 600 000 euros. Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'erreur en fait, d'être mindsetés en mode faut que je commence petit, mais non. Parce qu'en fait, tu t'apportes quoi comme crédibilité à acheter un petit appart si tu peux faire un immeuble à 600 000 avec 12 apparts à l'intérieur? T'as pas de crédibilité pour la suite, en fait. T'es juste monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Donc, non, il faut viser gros. Après, le problème, c'est que faut pas non plus se planter. Tu vois, c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà. Est-ce que ce que j'allais prendre l'exemple, c'est un peu pourquoi faire un Webi quand tu veux faire un challenge? Au final, faut bosser. Donc, en fait, autant que tu bosses, autant bosser un petit peu plus. Est-ce que, par exemple, sur un challenge, on peut plus se tromper que sur un Webi? Sur un challenge, tu fais des erreurs. Bon, au final, tu vas te retomber sur tes pattes. Sur un Webi, si tu te trompes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Est-ce que quand on prend un immeuble à 500 000 ou 1 million d'euros, est-ce que le risque est plus dilué que dans un appartement où on n'a qu'un seul locataire? Oui et non. Il est moins dilué parce que si tu fais, comme l'un de nos clients, des énormes travaux, en fait, tu as quand même une proportion de risque de dépassement de travaux qui est énorme. Parce qu'en réalité, il y a toujours une solution. Il n'y a jamais de drame, c'est juste remettre de l'argent dans le pot que tu n'avais pas prévu de mettre. Si tu as les reins solides et que tu as l'argent de côté, moi, je considère que ce n'est pas un énorme risque, parce que le risque, c'est quand tu n'as pas d'argent de côté et que tu fais ça.
Là, Ouais. je considère que tu es risqué. Mais après, dans la vie de l'immeuble, c'est ce que dit toujours Cyril, c'est qu'en fait, tu es dilué de risques. C'est-à-dire que nous, on a 30 locataires en place aujourd'hui. On a Ouais. 26 lots, 30 locataires. Il y en a un qui ne paye pas, je veux dire, pas de stress, quoi. Mm. Franchement, il y en a 2 qui ne payent pas ou 3. Tu vois, Il n'y aura pas de il n'y a pas de stress. panique. Alors que si t'as un appart à 1500 €, ben, il te paye pas. Ouais. Bah, T'es t'es mort, marrant. quoi. Il n'y a pas Ouais. de diversification, quoi. Ouais. Et l'autre élément important, c'est que dans un appartement, bah, t'es pas tout seul dans l'immeuble. Tu vas avoir une copropriété. Et oui. Ouais. Et toi, t'as pas la main dessus. S'ils décident de refaire le toit parce que la couleur elle est pas bonne, Ouais. bah, tu Tu vas peut-être payes, dire quoi. non, mais tu vas devoir payer quand même. Ouais. Alors que là, si t'es dans un immeuble, d'abord. bah, tu fais ce que tu veux, tu décides, ok, s'il y a le toit à refaire, bah, c'est 100% pour ta pomme, mais au moins tu peux choisir qui va le faire, à quel moment tu vas le faire, comment tu vas le faire, et tu maîtrises. Et tu le sais, ben, tu le budgétises avant, quoi. Et moi, mais moi, je réponds à la question. S'il y avait un conseil, Ah, ça y est. je réponds à la question. S'il y avait un conseil, c'est par pitié, arrêtez d'écouter les gens qui ne sont pas là où vous voulez être. Très juste. C'est Mm. tout. Moi, ça fait une bonne punchline de fin. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est Ouais. parfait. Excellent conseil. Merci Cyril et Dorine pour Merci. cet excellent moment partagé ensemble et puis pour les futurs moments qu'on partagera ensemble à l'île Maurice, bienvenue. Et pour tous ceux qui nous écoutent, allez vous abonner à la chaîne de podcast Les Investisseurs Sereins, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, laissez-nous un petit bisou également pour ce petit podcast et puis on se revoit dans un prochain épisode. Faut s'abonner aussi. Allez, faut s'abonner. Bisous à tous, merci. Bisous. Merci à vous. Merci.